Bienvenue sur Ami Parcours, le podcast. Je m'appelle Yannick et j'ai le plaisir de t'accueillir sur cette plateforme qui a pour but de mettre en lumière et valoriser les parcours de vie. Curieux de nature, ouvert aux rencontres, à l'échange avec mon prochain, j'ai décidé de créer ce programme afin de partager avec toi ces conversations enrichissantes, inspirantes et pleines de vie. Un nouvel épisode sera publié un vendredi sur 2. Pendant les prochaines minutes, mon invité et moi-même allons analyser son parcours personnel, professionnel ou entrepreneurial pour te donner des clés pour réussir. Alors, découvrons tout de suite cet échange et surtout, bonne écoute. Salut Sophia. Salut Yannick. Comment vas-tu? Ça va, merci, et toi? Ça va très bien, merci. Quel honneur tu me fais? Bah écoute, le plaisir est partagé, vraiment. Ok. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas revus. Effectivement. Et quand tu m'as appelé, au début, j'ai pas tilté. Après, quand tu m'as dit si, mariage et tout, je dis ah mais oui, effectivement. Ouais, bah oui, pour la petite histoire, faut que les gens comprennent. En fait, tu as été la prestataire de gâteau. Pâtissière. Oui, la pâtissière, voilà, pour mon mariage il y a bientôt 8 ans. Ça passe. Puis j'espère que t'es toujours mariée avec elle. Oui, toujours, oui, ça va. Non, parce que c'est... 3 magnifiques enfants. Oh, sérieux? Oui, je te montrerai les Ah, photos mais c'est tout à l'heure. génial. Donc voilà. Ok, donc pour commencer, la question que j'aime poser, c'est si tu devais résumer ton parcours de vie en 3 mots, lesquels seraient-ils? En 3 mots, tout a été fait spontanément, vraiment. D'accord, ok. J'ai même pas calculé le parcours. J'ai fait tout avec le cœur. Génial. Ok, donc Vraiment. j'entends spontanéité, Ouais, avec le cœur, donc passion. exactement. Et un troisième? Un troisième, mes croyances, surtout. Ok. J'avais vraiment cette spiritualité où je me disais, il y a quelqu'un au-dessus de moi qui me protège. Génial. C'était important. Ok. Du coup, pourquoi spontanéité? Est-ce que tu as toujours été quelqu'un de spontané? Oui, c'est-à-dire que je peux à la fois être très dangereuse, pas dans le sens négatif, mais surtout à me dire, bon, on arrête tout, c'est vraiment pas ce que je cherche dans ma vie. Oui. Et à la fois, je peux changer complètement de chemin, mais en général, quand j'ai quelque chose que j'aime, c'est vraiment jusqu'à l'infini, en fait. Je change pas comme ça de métier. Là, le métier de pâtissière, ça fait depuis 12 ans que je l'ai. Wow. Et j'ai un peu gravi les échelons aujourd'hui. Je commence à croire et comprendre que mon travail a du mérite aujourd'hui. Et puis, j'en suis hyper honorée. Malgré que les heures n'ont pas été réduites, je travaille autant qu'il y a 10 ans. Voire plus, non? Ouais, clairement, ouais. Mais en fait, j'ai du mal à déléguer parce que j'ai besoin de ce contact humain, en fait. Quand la personne elle vient pour, ne serait-ce que pour une prestation ou pour un cours, comme ce matin, par exemple, il y a une élève qui est venue et elle a dit à l'employé, mais elle est pas là, Sophia? Et en fait, du coup, comme j'ai compris que ma présence était importante, je me donne tout ce temps pour les gens qui veulent me voir. D'accord, génial. Ouais. Ok. Et pourquoi passion? Passionnée parce que j'ai enfin trouvé une passion. J'ai eu un parcours intime qui était assez douloureux, familial très douloureux. Ok. J'ai perdu mes parents très jeunes. Ma mère, j'avais 17 ans. Ok. Non, je crois que j'avais 16 ans. Ok. Et mon père, j'avais 18 ans et demi. Mon père, il est mort de chagrin parce qu'il était très, très, très amoureux de ma mère. Ok. Oh, mes Et ma mère, elle condoléances. était très, très amoureuse de mon père. Oh mon Dieu. Et du coup, quand elle est décédée, elle avait 39 ans. Ouais. Entre 37 et 39, je m'en souviens plus. Très très jeune, donc aujourd'hui je suis plus vieille qu'elle. Ouais. Et j'étais complètement perdue, je te jure. Ouais, et j'imagine. je comprenais pas en fait, niveau religion, je comprenais pas que 2 êtres aussi gentils et croyants puissent partir comme ça du jour au lendemain. Et du coup, j'ai fait mon chemin toute seule à Paris. J'ai fait de multiples métiers. J'ai travaillé à droite à gauche. J'ai fait des rencontres qui ont été plutôt négatives pour moi. Mais j'ai réussi à me retrouver. Quand j'ai eu cette révélation de la pâtisserie, comme ma mère était une pâtissière affirmée, elle adorait pâtisser, j'ai l'impression qu'elle vivait en moi, en fait. Okay. Et il y avait cette attache, en fait, entre elle et moi. Et plus j'étais à fond, et plus je lui ressemblais, en fait. Génial. Et aujourd'hui, cette passion... Je peux pas me retirer du métier de la pâtisserie parce que c'est comme si j'abandonnais ma mère derrière, tu vois. Ouais, je vois. C'est fou comme on peut s'imaginer, en fait, un monde spirituel dans sa tête. Ouais. Tu vois ou pas? Je vois totalement. C'est fou, hein. Et j'aime beaucoup parce que déjà, tout ce que tu dis nous met déjà dans le vif du sujet. Déjà, on voit déjà les traits, des choses très impactantes dans les 3 mots que tu viens de dire.
Ok, donc du coup, présente-toi un peu. Qui est Sophia ? Alors, Sophia, c'est le deuxième prénom. Mon premier prénom, c'est Fatima Zora. D'accord. Mon nom de famille, c'est Elazizi. Et je suis franco-marocaine. Je suis née en France, en province, au Mans, Ok. dans la Sarthe. Je sais pas si tu connais les 24 heures du Mans. Oui, je connais. Écoute, j'adore les 24 heures du Mans. J'ai été serveuse là-bas. Sérieux ? D'ailleurs, c'était mes plus gros pourboires. et puis, ouais, j'ai grandi dans cette petite ville en Sarthe qui a été plutôt passionnante parce que j'avais mon petit clan d'amis, la famille. On est 7 frères et sœurs. Ok. Et c'est triste à dire, mais je suis éloignée de mes frères et sœurs aujourd'hui. Tous, les 6. Non, il y en a un mon frère, il s'appelle Nabil. Mon frère, lui, il est neutre. Il ne rentre pas dans les soucis, les problèmes familiaux et tout. Ok. Mais je sais que lui et sa femme, qui est une de mes meilleures amies, donc D'accord. on a été à l'école ensemble, Oui. ils sont là pour moi, ça je le sais. D'accord. Mais mes autres frères et sœurs, j'ai tout essayé, j'ai toujours voulu avoir ce lien de fraternité, mais tu sais, quand tu perds tes parents, et ben eux, c'est le pilier de la famille, c'est eux qui rassemblent les frères et sœurs. C'est comme si aujourd'hui, ma mère, si elle avait été là et qu'il y a des embrouilles entre frères et sœurs, elle aurait dit « Allez, c'est bon, parle avec ton frère, c'est ton frère. » Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois totalement. Aujourd'hui, ils sont plus là pour te dire non, ça reste quand même ton frère ou ta sœur. Mais tu peux pas forcer l'humain, que ce soit ta chair et ton sang, à accepter ce que tu es et ce que tu deviens. Et surtout dans le business. Donc voilà, je suis du Mans, j'ai 6 frères, on est 7 frères et sœurs, dont 2 sœurs et 4 frères. D'accord. Et tu as quelle position Moi, je suis la dernière des filles. Ok. Et j'ai 2 petits frères. Voilà, j'ai 2 petits frères, j'ai 2 grandes sœurs, j'ai 2 grands frères, et puis voilà. Et mes 2 petits frères, plus du tout de contact. Grand frère qui est le pilier, c'est terminé aussi. Mes 2 grandes sœurs, n'en parlons plus. D'accord. J'ai vécu trop de choses qui m'ont fait trop de mal dans ma vie. Et aujourd'hui, on s'est jamais soutenu clairement quand, tu vois, j'ai 2 enfants aujourd'hui. C'est pas comme si... c'est très dommage, vraiment. Mais après, c'est pas un cas particulier, vraiment. Toute personne qui est orphelin ou orpheline n'ont plus ce genre de contact très proche dans la fraternité. Quand le pilier est parti, c'est foutu, quoi. Ouais. C'est vraiment foutu. Après, tout dépend aussi de comment... Tout dépend aussi des valeurs et tout dépend de ce que vous avez... Ils ont réussi à vous inculquer. Ça dépend. Franchement, entre comment on était quand nos parents étaient de leur vivant et comment on est aujourd'hui, non, c'est des étrangers aujourd'hui. C'est les valeurs qui, malheureusement, ils ont essayé de nous inculquer des valeurs d'union et de fraternité. Mon père, je me souviens qu'avant son décès, il disait oui, il faut toujours rester unis entre frères et sœurs et tout, mais c'est pas de ton plein gré. Aujourd'hui, c'est pas moi qui ai décidé de mettre la croix sur mes frères et sœurs. Ouais. C'est eux qui mettent des bâtons. Et aujourd'hui, j'en ai vraiment souffert. Okay. Et je dois me préserver aujourd'hui d'eux. Tu vois, je dois me préserver. C'est important pour moi de me dire, tu as ta vie, tu as tes enfants, mes enfants grandissent, j'ai mon travail, qui est à côté, mais non, je ne peux pas m'accorder encore des états d'âme comme ça sous prétexte qu'ils ont la carte de fraternité. Oui. On peut pas accepter comme ça, les choses comme ça. Oui. Ce que j'entends, ce qui m'interpelle, c'est que tu as un grand recul et toute une maturité sur le sujet. Oui, clairement. J'aurais pu être en colère et péter des plombs ou me mettre en dépression, par exemple. Mais non, en fait... Le jour où, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, j'ai encore reçu des coups bas et je me disais, mais attends. Et je me suis assise, j'ai pleuré un bon coup et je me dis, bon, allez, là, stop. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est bloquer. Tu bloques tout le monde. Et en amitié, pareil, j'ai des amis en or. Okay. J'ai des très, très bonnes copines qui m'ont soutenue, qui ont essuyé mes larmes, qui ont été là pour moi et qui m'ont aidée. Et j'en suis très reconnaissante. Mais dans la vie, on fait ses propres choix. Que ce soit en famille ou en amitié, ou dans le travail, ou dans le business. Bien sûr. Quand je suis montée à Paris à 19 ans, j'étais perdue parce que j'avais le deuil qui était enfoui en moi. Et du coup, j'étais un peu facile à influencer, tu vois. Et ensuite, je me suis mariée à 25 ans. Okay. Et père de mes enfants. Aujourd'hui, on est divorcés, mais je m'entends très bien avec lui. C'est un homme extraordinaire. D'accord. Il est très, très, très gentil. Il a éduqué nos enfants comme jamais je l'aurais imaginé. Okay. Il est très, très gentil. Et en fait, c'est juste que je n'ai jamais trouvé l'amour et ce que j'avais besoin dans un couple. J'arrivais pas à l'avoir. D'accord. Et du coup,
J'ai juste pris la décision de me séparer parce que je me dis, mais en fait, c'est pas ce que tu recherches. Mais en soi, je crois que je fais partie des seuls qui a réussi son divorce. Ouais. Mais c'est franchement, c'est vraiment, ça m'interpelle parce que je trouve que ça s'entend vraiment. T'as un recul et une clairvoyance et tu mets les mots qui me semblent en tout cas justes. En tout cas, tu les dis. Tu dis, tu es transparente et tout. C'est alors clairement, je suis transparente. Et en amour et en amitié, je suis comme ça. Et même dans le business, c'est-à-dire que je m'en rappellerai toujours. Tu sais, le métier de cake designer, surtout pâtissière, parce qu'au-delà de savoir faire des pièces montées, je suis pâtissière. Je sais faire tout ce qui est pâtisserie française. Et j'ai été diplômée pour. Mais je me souviens quand j'ai créé mon business Sophia Bakery, eh bien, j'ai été voir le patron du groupe Métro, qui est du coup un entrepôt d'équipements professionnels. Et je l'ai supplié de me faire des paiements plusieurs fois pour avoir tout l'équipement et pour commencer dans mon métier. Il m'a dit, mais non, mais nous, on fait pas ça. Enfin, sinon, tu passes par un crédit. Et puis moi, côté religieux, je ne fais pas de crédit. Et j'ai fini par atteindre mes buts parce que je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, s'il te plaît, j'ai 26 ans, j'aimerais trop faire ça dans ma vie et tout. Et il m'a fait confiance et j'ai respecté les échéances de paiement. Et aujourd'hui, je suis ambassadrice du groupe Métro. Génial. Ok. À Chenevière. Ok. Super. Ouais, je vois en plus c'est où c'est. Ok. Bon, du coup, j'allais te demander quelles sont tes activités, mais bon, tu peux quand même les redire pour que les auditeurs puissent bien comprendre de qui tu es, du coup, parce qu'on a dit qui tu es, maintenant on parle de ce que tu fais. D'accord. Ouais, donc qu'est-ce que tu fais? Actuellement, là ? Oui, tes activités. Alors, actuellement, je gère mon école de pâtisserie. D'accord. Donc, 12 ans plus tard, je gère mon école qui est maintenant certifiée. Donc, c'est une école qui est certifiée Calliope. Je ne sais pas si tu connais le... Je connais de nom. Voilà, Calliope, en fait, ça permet en fait aux participants et aux élèves d'utiliser leur compte CPF ou leur compte OPCO. Donc, l'OPCO, c'est avec les employeurs. Oui. On va dire que par exemple un boulanger, il a 5 salariés et il voudrait envoyer ses apprentis chez moi à se perfectionner sur le cake design ou sur une pâtisserie française. Eh bien, il va pas payer de sa poche. Il va utiliser son OPCO pour du coup financer son cours. Et donc je gère cette école et à côté de ça, j'ai créé ma boîte de consulting. Donc je donne des cours à des entrepreneurs qui ouvrent leur business. D'accord. Donc là, je dois aller. J'ai beaucoup de projets. Je dois aller en Espagne, je dois aller en Angleterre pour aider des personnes qui ont ouvert des salons de thé et des boutiques. Et donc, je les aide en fait à créer leur carte menu sucrée, à gérer en fait leurs finances et gérer surtout leurs marchandises, leur équipement. Et donc, j'adore mon travail. Et surtout, je mets corps et âme à travailler au Maroc aussi, en tant que franco-marocaine. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. J'ai été intronisée Escoffier il y a 10 jours déjà, je crois. Félicitations. Merci. Escoffier, c'est après Bocuse. Donc, pour moi, si j'ai le mérite d'avoir Bocuse, ça serait génial aussi. Mais Escoffier, c'est le président, c'est Hassan Hafid, et c'est lui qui a mis en place en fait cette reconnaissance de culinaire et aussi d'entrepreneuriat, parce qu'il n'y a pas que des chefs pâtissiers qui sont intronisés, il y a aussi des entrepreneurs tels que des restaurateurs, tels que des photographes. Donc, et ça met en avant en fait des Marocains du monde sur le métier et sur leur parcours. D'accord. Donc c'est un peu l'équivalent de quand la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre maintenant te fait sir, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Mais dans la version sachant que vous êtes un royaume aussi. Oui, on est une royauté. Et qui plus est, on est plus ancien que l'Angleterre. Oui, mais bon. Après l'Asie, c'est le Maroc. Faut non, mais il y a pas de... Non, mais c'est juste pour remettre un peu pour qu'on puisse faire le lien entre la royauté et le royaume. Ouais, d'accord. Le royaume du Maroc, ils sont en train ils ont un chemin aujourd'hui qui est extraordinaire. Et c'est un pays d'Afrique. Pour moi, l'Afrique, c'est l'avenir aujourd'hui, clairement. Ouais. Moi, je vais même plus loin. Moi, je dis pas que l'Afrique, c'est l'avenir. Moi, pour moi, l'Afrique, c'est le présent. Ah oui, non, mais clairement. Et c'est vrai, je suis d'accord. C'est exactement ce terme que je prendrai à partir de maintenant. Ouais, parce que je vais même te dire pourquoi je dis ça. Parce que pendant tout le commun des Africains, de la diaspora, ou peut-être sur le continent, dit que l'Afrique est le futur, tous les investisseurs étrangers sont en Afrique. Eux, ils ont compris que c'est le présent. Donc, c'est pour ça que moi, même dans mon propos, je dis que l'Afrique, c'est le présent. Mais clairement, surtout organisation. Regarde, par exemple, avec le Covid, moi, j'ai que pour exemple le Maroc, parce que c'est un pays où j'y vais
tous les mois au Maroc. Et donc, je sais ce qui se passe là-bas et je m'investis politiquement aussi pour le Maroc. Là, demain soir, je suis invitée au MRE Business pour, du coup, un grand repas où on doit parler des Marocains du monde qui s'expatrient au Maroc. Je sais que j'ai un regard sur le fait qu'il y a beaucoup de Marocains, surtout de France, de Belgique et du Canada, qui retournent au Maroc. Et jamais j'aurais pensé ça il y a 15 ans de ça. On se disait, la France, c'est l'Eldorado, l'Angleterre. Regarde aujourd'hui comment ils sont situés. Quand tu vois l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie, ils sont dans un état assez critique. Bien sûr. Je vois totalement. Ok. Attends, juste ce petit mouvement. On t'entendait encore mieux. Du coup, d'accord, voilà tes activités. Donc, tu as parlé un peu rapidement de ta jeunesse. Je vais juste revenir là-dessus. Déjà, ton cercle comment vous avez grandi? Déjà, tu as dit que ta mère était pâtissière, donc là, je fais. Ma mère, elle n'était pas pâtissière, attention. Elle était mère au foyer. Ah, ok, d'accord. Mais elle pâtissait très souvent. D'accord. Et par exemple, nous, on habitait dans un HLM au Mans. Et ça a été mes plus belles années de vivre dans une cité, comme on dit aujourd'hui. On dit plus aujourd'hui cité. On dit banlieue, quartier. Mais c'est rare qu'on entende le mot cité, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'on dit peut-être. Mais ma mère, je sais que c'était elle qui faisait des pâtisseries pour les anniversaires des voisines du premier étage, du troisième, du quatrième, du cinquième. Je vois. Et elle adorait ça. Mais tu sais, quand t'es joyeux dans ta vie, on aime travailler manuellement. Et la pâtisserie, c'est un métier d'artisan et c'est un antidépresseur aussi. C'est très important. Ça permet en fait de refouler tout ce qu'il y a en fait en soi. Et moi, je sais que ça m'a guéri, la pâtisserie. Et de ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Mais oui, quand moi j'ai eu une enfance très simple, j'ai eu des parents très avenants, très aimants. On était très timides nous avec nos parents. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai deux enfants, j'ai une fille et un garçon. Je leur dis je t'aime toutes les secondes. C'est vrai. Je leur fais des câlins, des bisous, je les gâte comme jamais. Mais nos parents ils nous ont pas fait ça quand on était jeunes. Ma mère pour me dire je t'aime, je crois que c'est pour avoir le bac. D'ailleurs, comment tu dis du coup, elle vous parlait plutôt français? Non, français. Ma mère, alors je vais te donner une anecdote qui est incroyable. Je me rappellerai toute ma vie, mais ma mère, elle faisait trop la française, alors qu'elle est née à Tanger. Mais en fait, ça, c'est nos parents d'époque. Ils voulaient trop avoir cette identité de genre, ça y est, je suis en France, je suis français. Alors qu'aujourd'hui, nous, les Africains d'aujourd'hui, on dit, ah non, mais je suis marocaine avant tout. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Nos parents, non, ils voulaient grave avoir cette identité française parce qu'ils vivaient en France, alors que c'est plus une plus-value aujourd'hui. Non. Et ma mère, oui, je m'en rappellerai toute ma vie. J'étais très bavarde à l'école. Non, mais quand je te dis, j'étais, je crois, la pionnière des bavardes en classe. Mais mignonne, hein. Genre, j'ai jamais créé d'embrouille, j'ai jamais eu de convocation avec parents-profs, tu vois. Mais une fois, genre, je venais très souvent en retard, une fois en cours en CM1, je crois, je m'en souviendrai toute ma vie. Et la prof, elle disait, il faut absolument que je rencontre votre mère. Et je dis, non, mais ma mère, elle parle pas du tout le français, c'est une arabe, mais je peux appeler ma grande sœur ou mon grand frère et tout. Et elle écrit un mot, une observation dans le cahier. Et j'essaye de le retirer avec le blanco. Tu te rappelles du blanco? Oui, totalement. Et ma mère, elle était trop maline. Elle a réussi à lire une seule phrase. Elle prend rendez-vous, elle va voir la maîtresse et la maîtresse, elle lui dit « Mais je pensais que vous parliez pas du tout le français alors que vous avez une élocution incroyable, madame. » Et ma mère, elle a pris ça pour une grosse insulte, genre « Comment ça, moi je parle pas le français ?» Tu vois, les mamans africaines et tout. Et mais elle m'a tuée. Elle m'a tuée et genre c'était la pire humiliation pour elle. Je dis, ça va, maman. Je vois totalement le topo, genre non mais attends, moi qui genre en gros je suis intégré, je suis en France fait 20 ans que je suis là. Je vois. Mais j'ai vraiment une enfance plutôt sympa. On était très famille, on allait très souvent chez nos grands-parents. On était très unis avec nos cousins, nos tantes, nos cousines. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Oh mon Dieu. Il y a vraiment plus de liens de famille. Et c'est très dommage pour nos enfants, entre guillemets, parce qu'ils vont pas connaître leurs cousins et cousines, tu vois. Parce que nous, on a grandi dehors. Moi, je me rappelle que notre alerte pour rentrer à la maison, on n'avait pas de montre, on n'était pas riches. C'était soit la tombée la nuit, ou soit la maman qui te criait par la fenêtre, rentre à la maison. Tu vois ou pas? Je vois totalement. On était 45 dehors. Oui, tu vois, bien sûr, je vois totalement. Et c'est ce que je dis à mes enfants. Pourtant, on a une meilleure vie financière, mais je dis à mes enfants,
notre vie, elle est incomparable à la vôtre. Parce que vous êtes la génération Z où vous avez des téléphones, des iPads et vous êtes ancrés sur les réseaux sociaux. Mais c'est un monde vide. Oui. Alors que nous, on a vécu vraiment les vraies humeurs, les vraies émotions, tu vois. Et ça, j'oublierai jamais mon enfance. Et ma meilleure amie, Karima, c'était mon amie d'enfance. On a grandi ensemble. Maintenant, elle est mariée à mon frère. Oh, et du coup, ce qui est bien, quand on se voit, on se remémore tout ce qu'on a vécu quand on était jeune et tout. Et c'est trop dommage, on vit dans une autre époque aujourd'hui. Donc le parcours, il était vraiment simple. J'ai une vie comme tout le monde, un peu comme la tienne, un peu comme tout le monde. Ok, génial. Ça marche. Ok, donc du coup, et quel type d'élève tu étais? Tu as dit bavarde? J'étais bavarde. En fait, je crois que j'ai toujours su. Il y avait une partie de moi qui disait que c'était pas fait pour moi l'école. Ok. Tu vois? Ok. Et j'ai jamais voulu m'intégrer à des connaissances scolaires qui, pour moi, je savais que ça me serait d'aucune utilité, tu vois. D'accord. Donc, j'ai été à l'école. Par contre, pour mes parents, j'ai toujours eu le rôle de ça va, notre fille, elle est pas. J'ai jamais apporté de problème à mes parents. Ok. Jamais. Il n'y a jamais eu de conseil de discipline à la maison dédié à moi. Il y en a eu pour d'autres de mes frères et sœurs dont je tairai les noms. Mais moi, non. J'ai toujours été la petite fille mignonne, très gentille. J'étais une élève simple. J'ai arrêté l'école à 18 ans. D'accord. Après le bac. Ouais. À 18 ans, j'ai arrêté parce que mon père, je le voyais très malheureux. Et parce que ma mère, elle venait de décéder. Oui, c'est vrai. Et du coup, j'ai préféré chercher un travail. Et j'ai travaillé pour le groupe Funhouse. Je pense pas que tu connaisses. Si, c'est vrai. Bien sûr. Ne te fie pas à mon visage. Mais t'as quel âge? Quelle génération? Non. J'ai 37 ans. Ah ouais, on est de la même génération, tu vois. Oui. Et Funhouse, c'était un groupe c'était un centre d'appel qui prenait en fait les grandes lignes comme Orange, SFR et tout. Et moi, je bossais pour SFR en tant que téléopératrice. Ok. Imagine le truc. Et la première chose que j'ai fait, c'est que quand j'ai eu un contrat en CDI, j'ai dit à mon père, les salaires, je te les passe. L'argent, je te le donne parce que je vivais chez lui, tu vois. Oui, bien sûr. Et après, j'étais en transition. J'avais besoin de sortir, j'avais besoin de rencontrer des personnes. Quand t'es issu d'une famille de frangins, des frères qui sont très banlieusards, tu vois, ils ont cet esprit fermé où la femme n'a le droit à rien. Tu vois ce que je veux dire? Je vois totalement. Il était hors de question de voir sa petite sœur boire un verre ne serait-ce que dans un Starbucks, hors des cafés où il y a de l'alcool, tu vois. C'était pas possible pour eux. D'accord. Tu vois. Ok. Et mon père, il est décédé juste après. Je crois que 3 mois après mon travail, il est décédé. Et j'ai fui l'appartement. Je suis partie. Ah, donc c'est pour ça que tu es partie à 19 ans, du coup. Ouais, je suis partie parce que j'étais la seule fille, mais ma grande sœur était déjà mariée. Ok. Moi, j'avais à charge mon petit frère, Ayoub, qui avait à l'époque 5 ans. Ok. Ah oui. J'avais mon petit frère Mohamed, qui avait, je crois, 14 ou 15 ans. Ok. Et j'avais mes 2 grands frères, qui étaient aussi en transition, où ils avaient besoin... Enfin, eux aussi, ils ont très mal vécu le deuil. Bien sûr. Mais le deuil d'un homme, c'est très colérique. C'est pas comme une femme. Tu vois, ils montrent beaucoup leur colère, les hommes, quand ils sont en deuil. Donc, du coup, c'est moi qui ramassais tout. Ah, tu vois ou pas? Et moi, mon autre sœur, elle vivait déjà à Paris. Et tu sais ce que j'ai fait? Dis-moi. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je le dis à cœur ouvert. Les gens vont découvrir ma vie. À l'époque, j'étais copine avec je suis très bonne copine encore aujourd'hui. Il est rare qu'on s'appelle parce qu'on a nos vies. Oui. Elle s'appelle Émilie et je lui avais dit à l'époque, j'ai besoin de partir de cette ville. Il y a pas de, il y a rien, il y a pas de, il y avait aucun espoir de créer une carrière dans cette ville. En province, il est rare de créer une carrière. Déjà, d'une part, ta nationalité. Malgré que tu sois né en France, t'es typé, donc c'est mort. On te donnera jamais la chance d'avoir un poste comme n'importe qui, tu vois. Et du coup, j'ai mis de côté. J'ai travaillé chez Funhouse, j'ai grave mis de l'argent de côté. Et je faisais des allers-retours, Le Mans-Paris. Mes frères pensaient que j'étais au bureau, donc au travail, alors que je posais des journées pour passer des entretiens à Paris. Et j'ai réussi à trouver un CDI là-bas. J'ai réussi à trouver un appartement. J'ai signé mon bail avec ma copine. Et après, je me rappellerai toute ma vie. J'ai mis de l'argent de côté. J'ai pris l'ancienne valise de ma mère, qui n'avait pas de roulette, et j'ai mis ce que je pouvais. À peu près 15 kilos de vêtements, de cadres photos. Et moi, j'avais récupéré la chambre de mes parents. Donc, je dormais dans la chambre de mes parents. Donc, je revoyais la chambre, leur odeur qui était encore là, les cadres photos. Et j'ai regardé une dernière fois la chambre. J'ai dit au revoir à cette vie. J'ai pris un train à 6h30 du matin. Et j'avais demandé un taxi
À l'époque, c'était cher. Je me rappelle, genre, c'était un budget pour moi, malgré que j'avais mis de l'argent de côté. Oui. En fait, je faisais très attention à ce que j'avais mis de côté pour ma nouvelle vie. Oui, bien sûr. Et j'avais mis en confidence ma grande sœur. Je lui ai dit, écoute, je compte partir. Mais si j'apprends que tu me trahis à dire que je vais à Paris, parce que j'aurais pu vivre à Bordeaux bien sûr. Ou n'importe quelle ville, ou même à l'étranger, je suis montée à Paris, j'ai écrit une lettre à mes frères. Je leur ai fait une lettre recto verso. Je l'ai posée sur le meuble du couloir. Ouais. Et je leur disais, chers frères, je m'en vais, vous aurez plus à avoir affaire à moi et à de mes nouvelles. Et ne vous inquiétez pas, je vais pas finir prostituée ou je ne sais quoi, aucun scandale. Parce que non pas pour vous, mais pour l'honneur de mes parents. Tu sais, parce que dans la communauté africaine, quand tu vis ailleurs, quand tu prends ton appartement et que t'es pas marié, ils s'inventent des films dans leur tête. Tu vois ou pas ? Oui, je vois totalement. Aujourd'hui, ça se fait très souvent qu'une femme s'émancipe à 20 ans et qu'elle prenne son appart. Et encore aujourd'hui, même moi, je côtoie des personnes de la communauté, beaucoup de personnes de la communauté africaine. Même aujourd'hui, c'est pas, ça se fait. Moi, j'ai l'impression que ça se fait. Moi, je trouve que ça va, il y a une progression quand même aujourd'hui. Oui, il y a une progression. C'est vrai que s'il y a une progression, si tu compares à comment on vivait avant, tu vois. Mais si tu compares à d'autres personnes qui sont nées dans des cadres beaucoup plus ouverts, tu te rends compte que, en fait, non, on n'a pas forcément avancé, quoi. C'est vrai. C'est vrai. En tout cas, moi, de ce que je vois, parce que je partage beaucoup de liens avec mes élèves et on est très commères entre nous. Ouais. Tu sais, quand mes élèves viennent, je les mets tellement à l'aise que j'ai l'impression que c'est mes sœurs, donc on se dit tout. Ouais. Parfois, les élèves, elles vraiment tous leurs états d'âme, alors qu'on est censé faire un cours de fraisier, eh bien, elles se mettent à pleurer ou me raconter leur vie. Et je prends le rôle de limite psychologue ou grande sœur. Et comme elles m'ont suivie depuis le début de mes réseaux, elles ont vu que j'ai... À la base, moi, j'étais propriétaire d'une salle de sport avec mon ex-mari. Ah oui ? Oui. Ah, je ne savais pas ça. Oui, okay. Toi, t'es venu en 2016 me voir. Je savais qu'il était dans l'entrepreneuriat. Je sais qu'il est dans l'entrepreneuriat. Qu'il doit toujours l'être. Il est toujours dans l'entrepreneuriat, Chérif. Okay. Mais nous, on avait une salle de sport, lui et moi, et j'étais enceinte de ma fille qui aujourd'hui a 12 ans. Et on a vendu la salle de sport le jour où j'ai appris que Fitness Park arrivait en France. Okay. Parce que j'ai eu ce réflexe de dire... C'est chaud là, il y a une grosse marque qui vient et ils vont nous tuer. Okay. Parce que nous, on faisait des abonnements à 55 €, un truc comme ça. Mais on n'avait pas les machines haut de gamme comme Fitness Park parce qu'on n'a pas des grands investisseurs comme eux. Oui, donc du coup, j'ai tout vendu pour créer ma boîte après derrière. Mais les filles, elles m'ont suivi sur les réseaux sociaux. Elles ont vu tous les métiers que j'ai faits, elles ont vu mes états d'âme. Tu sais, le scandale que j'ai vécu avec mes frères et sœurs en décembre. Je me suis lâchée à cœur ouvert sur Snapchat. D'ailleurs, j'ai fait 300 000 vues. J'ai compris que les gens adoraient les potins. J'ai pas 300 000 vues quand je fais une pièce montée. Non, pas du tout. Non. Par contre, qu'est-ce qu'ils adorent les potins. #storytime. Ouais, c'est ça. Et genre, tout le monde disait, mais rajoutez Sophia Bakery, vous voyez ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. Enfin, c'était vraiment un délire ce que j'ai vécu le jour de mon anniversaire. Du coup, quand elles viennent faire un cours, elles se lâchent et je me rends compte qu'on a pratiquement toutes les mêmes parcours de vie. Mais il y en a plein de filles qui aujourd'hui, elles ont une vie qu'elles n'aimeraient pas, qu'elles n'aiment pas. Oui. Et parfois, je leur dis, mais c'est ta vie en fait. Il n'y a personne d'autre qui peut Et on vit qu'une fois, on n'est pas chez Mario Bros, on n'a pas 3 vies. Non. Donc il faut vraiment... C'est à vous de vivre votre vie spontanément, et même si vous avez des enfants, mais c'est votre vie avant tout. Vraiment. Parce que moi, personnellement, comme pour toi, on a cette chance d'avoir un parcours où on se dit, on a quand même vécu des choses effroyables, mais on est là aujourd'hui sur un parcours qu'on n'aurait jamais imaginé. Oui. Tu vois ? Tout à fait. Et comme ça, vraiment. Et on se dit, purée, il y a eu quand même des pièges, il y a eu des rencontres, il y a eu des opportunités et il y a eu des moments qu'on aurait pu avoir, mais aujourd'hui, on est là. Ouais. Tu vois ? Ouais, totalement. C'est fou, hein ? Ouais, je pense que là, déjà, tu es en train de teaser là, de plein de bonnes choses. Et j'apprécie ce que tu dis vraiment sur l'aspect où on n'a qu'une vie. Et j'aime bien parce que c'est aussi... Tu donnes déjà des réponses, en fait, à travers cette phrase-là, de pousser les gens à se surpasser. Ouais, et je sais que en fait, quand j'ai pensé à toi,
Franchement, quand j'ai pensé à toi et en fait, ça a été comme une illumination. Sérieux? Je t'assure, ça a été littéralement comme une illumination. Parce qu'en fait, comme ça, les gens comprendront un peu comment aussi je fais mon panel d'invités. C'est que au départ, je me disais, j'invite tous les gens de mon réseau, des gens que je connais, et puis ça ira, ça va le faire et tout. Mais plus j'y pense, je me dis non, il faut des gens qui ont envie de parler, qui ont envie de rendre à l'autre, tu vois. Chose. Et je sais pas pourquoi, je te connais pas pourtant dans ce détail-là. Comment t'as ciblé que j'étais ce genre de personne? Bah, en fait, je me souviens juste du fait que l'accueil que tu nous avais donné, et je me souviens aussi que depuis que j'ai mangé des gâteaux chez toi, je ne mange plus de gâteaux, des layer cakes si ce n'est pas toi ou c'est ceux de Rosalie, parce que c'est Rosalie qui nous avait présenté. Oui. Et du coup, très peu de fois. En fait, souvent de fois, quand je mange un autre gâteau qui n'est pas le tien ou ceux de Rosalie, je suis pas très convaincu. Bah écoute, c'est un honneur pour moi, c'est gentil. Et donc voilà pourquoi j'ai pensé à toi et merci franchement pour ce retour. C'est gentil. Et du coup, là, il faut absolument que je me focalise sur cette étape-là parce que là, tu as parlé du fait que tu es venu à Paris. Donc, tu as pris un appartement. C'est ça. Et du coup, tu as dit que tu as trouvé un CDI. Tu exerçais dans quel domaine? Alors, je travaillais pour le groupe Hummer. Tu te rappelles des 4x4? Ouais. Sérieux? Mais toi, en fait, non, mais là, je suis choquée. Ok, tu as été propriétaire d'une salle de sport. Ah non, mais j'ai eu 36 vies. Tu as travaillé chez Phone House, ok. Ouais. Attends, mais c'est pas tout, j'ai fait tellement de taf. En fait, je t'explique. Il faut que tu nous dises tout, faut que tu nous dises tout. Dis-nous tout. Avec plaisir. En fait, mon premier job à Paris, j'ai été assistante pour le groupe Hummer. Ok. Et en fait, moi, j'étais l'assistante des commerciaux. Ok, d'accord. Et des responsables, en fait. Donc, c'est moi qui gérais toute leur paperasse, les rendez-vous. Okay. Et parfois, j'avais un rôle qui était très important pour eux parce que c'est moi qui devais vraiment créer en fait une réunion avec des personnes importantes, des marques, des collaborations publicitaires. Du coup, avec mon jeune âge, j'ai réussi à franchement avoir un bon rôle dans ce travail, malgré le petit salaire. Mais voilà, en parlant du salaire, c'était pas assez. Donc du coup, à côté de ça, j'ai été serveuse. Donc dans le même métier, j'étais assistante et le soir j'étais serveuse pour, je sais pas si tu connais le Café Barge. C'est pas celui qui a brûlé? C'est un bateau, non, il a pas, non. C'est juste à côté. C'est pas en face de Gare de Lyon? Non, c'est au quai de la Râpée. Bah oui, c'est ça. Ouais. Et je crois qu'il a, je sais pas si c'est celui-là, mais je crois soit il a brûlé. Le Café Barge? Ouais, soit il a brûlé, soit il a brûlé, soit c'est un des cafés qui est à côté et ça est arrivé il y a quelques mois là. Ah, je suis pas au courant. Ouais, mais en tout cas, Quai de la Râpée, je vois très bien. Je connais très bien le patron, c'est Roland Béjaoui. Il m'a donné une chance incroyable de travailler dans son. Et à l'époque, c'était hyper son bateau. C'est rouge et noir, non? Mais je vois très bien parce que j'ai travaillé dans ce quartier-là. À l'époque, il y avait beaucoup de diamants, c'était très chic, vraiment très très chic. Okay. Et en fait, c'était l'endroit très tendance pour les présentateurs télé et pour aussi les humoristes tels que Jamel Debbouze et tout. Et je me souviens du haut de mes 19 ans, j'étais serveuse et au bout de 3 mois, j'étais responsable d'équipe. Wow. Parce que je ne comptais pas mes heures et le patron, il l'a vu. Et il l'a vu et je finissais à 4h du matin. Et donc, du coup, je faisais même la serpillière. J'étais même en cuisine et j'avais une très bonne relation avec l'équipe de cuisine. J'aidais même les plongeurs à laver. J'aidais tout le monde. J'adorais mon taf parce que c'était le côté relationnel qui était important pour moi. Ouais, tu le disais tout à l'heure. Mais d'où te vient cette valeur travail-là? Parce que c'est ce que j'entends. J'adore travailler. Ouais. Je pense que c'est mon père. C'est vrai. Mon père, je crois que j'ai une partie de mon père qui est en moi et tout. Mon père, il a été ouvrier et le pauvre, il a pas... Aujourd'hui, franchement, parfois, j'ai un pincement au cœur de cette vie actuelle parce que je me dis, le parcours que j'ai aujourd'hui, j'aurais tellement aimé qu'il soit là pour le voir parce que c'est des choses qu'il aurait aimé, en fait, vivre de son côté. Je sais qu'il avait tellement de projets qu'il n'a pas réussi à aboutir parce qu'avant, il n'avait pas les meilleurs conseils. C'était pas la même vie qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut avoir beaucoup d'opportunités avec peu. Et du coup, j'ai ce côté de mon père où j'adore travailler. Et en plus, je tiens à le dire, je suis la seule de la famille qui est comme ça. Ça veut dire que mes frères et sœurs n'ont absolument pas ce pédigré de vouloir travailler nuit et jour. Ils se contentent de faire 8 heures de travail par jour. Et ils sont très contents. Et puis, ce n'est pas une critique. Oui, bien sûr. Mais on n'a pas la même fibre de travail. D'accord. Et moi, j'ai
toujours travaillé très, très, très dur. J'ai, dans ce café, on l'appelait le Café Barge, ce bateau. Oui. Eh bien, j'ai rencontré toutes les personnalités d'époque. Il y avait Jamel Debbouze, Thierry Ardisson, il y avait le groupe Canal+. Et c'est moi qui les mettais à l'aise, qui prenais leur manteau au vestiaire. J'avais des pourboires incroyables. Jamel Debbouze, il m'appelait la Marrakchia, tu vois, parce que tout de suite, il a vu que j'étais une petite rebeu. Il a dit, mais t'es d'où? Je dis, je suis Marrakchia, tu vois, de Marrakech, du coup. Et j'avais énormément de pourboires. J'étais très, très contente. J'ai pas fait très longtemps au Café Barge parce que du coup, le fait de travailler très, très dur jusqu'à 4h du matin, je reprenais le travail à 9h. Du coup, en tant qu'assistante, du coup, je bâclais mon travail. Donc, il fallait choisir. Mais le naturel revient au galop. Quand j'ai arrêté le Café Barge, eh bien, j'ai travaillé pour Alexandre. Et Alexandre, aujourd'hui, je suis amie encore avec lui. C'est un investisseur dans les yachts à Saint-Tropez. D'accord. Et il avait un café, il avait une sorte de bar privé. Dans le 5e, à la Place Monge. Et ses clients, c'était majoritairement des avocats, des personnalités politiques. Et c'était à rideau fermé. Donc les gens pensaient qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient à l'intérieur, mais absolument pas. C'était des gens qui jouaient au poker. Ils misaient de l'argent, ils étaient entre eux. C'était vraiment en fait, c'était sur rendez-vous. Tu pouvais pas rentrer comme ça. Comme ça, il fallait être un peu coopté. Il fallait connaître cet endroit, tu vois. Donc j'ai travaillé pour Alexandre. Mais comment tu le rencontres? Est-ce que c'est parce que tu as travaillé au Café Barge que tu as rencontré la famille Alexandre? Non, en fait, c'était ma copine Yousra qui m'avait dit putain, il y a un mec que je connais et il a besoin d'une nana pour travailler en tant que serveuse. Et quand j'ai passé mon entretien, et là, je m'en souviendrai toute ma vie, il était associé avec un gros investisseur italien. Il a regardé mon passeport pour mon CV. Il m'a dit, par contre, Timazora, ça passe pas. T'imagines ou pas? Oui. Et je lui dis, pourquoi ça passe pas? Enfin, je comprends pas. Il m'a dit, non, ça passe pas. Je dis, mais attends, tu sais que ça se voit sur ma tête que je suis une arabe. Je sais pas si t'es au courant. Donc, tu vas m'appeler Jocelyne, ça marchera pas, tu vois. Et il m'a dit, non, c'est quoi ton deuxième prénom? Je dis, c'est Sophia. Il m'a dit, alors, voilà, tu vas t'appeler Sophia à partir de maintenant. Et c'est depuis lui que Sophia, il est resté dans ma tête. Et d'ailleurs, j'en profite maintenant, Sophia, ça s'écrit vraiment S-O-F-Y-I-A. C'est la première fois, c'est la première fois, la seule fois que je l'ai vu écrit comme ça. Parce que parce qu'en arabe, ça se prononce Sophia. Et donc, il y a la prononciation. Il y a vraiment, il y a le Y et le I, c'est Sophia. Et aussi, c'est toutes les Sophias du Liban, ça s'écrit comme ça. C'est libanais. Ok, d'accord. Donc voilà. C'est pas mes parents qui ont choisi ce prénom, c'était ma tante qui m'a élevée au Maroc, qui m'a dit, moi, si j'avais une fille, parce qu'elle a jamais réussi à avoir d'enfant, je l'aurais appelée Sophia. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Et comme elle m'a élevée, c'est à son honneur. Ok, génial. Donc voilà. Ok, donc là, du coup, tu as réussi à trouver, donc tu as passé l'entretien chez Alexandre, bar privé. Ok, et j'ai mis de l'argent de côté. J'ai grave mis de l'argent de côté. Franchement, je vivais bien ma vie. J'avais mon appartement. À l'époque où je travaillais pour Alexandre, j'habitais, je sais plus comment elle s'appelle cette ville à côté de Levallois-Perret. Clichy, Neuilly-sur-Seine, les villes... Rueil-Malmaison. Non, merde. C'est une petite ville même, il y a une allée comme les Champs-Élysées. Le Vésiné, non? Non. Tu sais quoi, c'est un appart que j'avais là-bas et je m'en souviens plus. Courbevoie? Non. Clichy? Non, pas Clichy. Non, c'est une autre ville, mais bon... je connais pas trop bien l'Ouest parisien. Les personnes qui vont nous entendre, ils vont mettre un commentaire. Voilà. Et j'avais mon appart et je me souviendrai toute ma vie. À chaque fois que je rentrais à la maison à 4h du matin, et ben, j'avais un petit studio, évidemment. Et bien, je dormais les jambes vraiment en l'air comme Sartrouville? Non, pas Sartrouville. Non, mais arrête, non, c'est une ville chic. Sartrouville, c'est pas dans le 92, Sartrouville? Non, c'est 78, mais bon, on n'est pas très loin. Beson? Non, pas Beson. Mais non, c'est dans le 95, Beson. C'est plus loin. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Mais non, c'est une ville qui est collée à Levallois. Et donc, du coup... Saint-Cloud? Non. Bon, allez, j'arrête. J'arrête. Et ben, je dormais les pieds en l'air parce que pour la circulation sanguine, tellement je bossais. Tellement je travaillais. Et ensuite, pour le cabinet de conseil où je travaillais pour le groupe Hummer, et ben, j'ai fini mon contrat en CDD et ma boss, elle m'a dit, écoute, Tima, est-ce que j'ai l'intention de te proposer un CDI? J'ai refusé direct. J'ai dit non, l'expérience a été bonne, merci. Mais le salaire? Je préfère... Non, même pas. J'adorais travailler, mais c'était pour moi une expérience qui touchait à sa fin. J'avais besoin de découvrir autre chose. J'adorais la vie. J'avais besoin de travailler à droite à gauche. Ok, génial. Et j'ai jamais eu
J'ai jamais eu le chômage, les acédiques. J'ai tout de suite travaillé à chaque fois. Ouais. Non, t'as l'air d'être quelqu'un de très débrouillarde, qui a pas froid aux yeux aussi. Oui. Ok. Il y a 2-3 personnes qui connaissent ma vie et aujourd'hui, quand elles voient ma vie, elles me disent, tu te rappelles à l'époque comment c'était? Tu sais, j'ai déjà dormi dehors. J'ai dormi une fois à Deauville et une fois à La Défense. Et c'était dehors. Imagine-toi. On était en galère, moi et ma copine Amaria. Aujourd'hui, j'ai pas de nouvelles d'elle. Et une fois, on est parti en soirée. On a pris le premier train pour aller à Deauville. 5h50, un truc comme ça. Et on était tellement KO qu'on s'est retrouvés endormis à la plage. On avait pris, tu vois, comment ça s'appelle le drapeau? Non, pas un drapeau. Oui, c'est comme un drap. On a récupéré un drap et on l'a mis au sol et on s'est endormis, elle et moi, et on s'est réveillés à 13h. Et Dieu merci, il n'y avait pas de faits divers à l'époque. Personne touchait personne à l'époque. Tu m'étonnes. On s'est endormis fatigués, on s'est réveillés. Sinon, les gens touchaient les gens, mais bon, il n'y avait pas encore le MeToo, donc on n'en parlait pas. Quoi. Ouais, vraiment. Et moi, je ne fais pas partie de cette classe sociale où aujourd'hui, je rencontre beaucoup de personnes très aisées. Je rencontre beaucoup de grands chefs qui ont eu des parcours extrêmement privilégiés, où ils ont fait des grandes écoles, où ils ont été promus très tôt, où ils ont été, du coup, pistonnés par le fait qu'ils ont des parents incroyables et qui ont eu un parcours aujourd'hui qui permet, avec l'argent, de faire du piston. Bien sûr. Moi, j'ai jamais eu affaire à ça. J'ai été orpheline très tôt et je me suis débrouillée toute seule. Et aujourd'hui, quand je vais dans des soirées mondaines ou quand je rencontre des personnes, on va dire le mot fortuné, je me dis, s'ils savaient, c'est fou ça. Et parfois, ils me disent, mais toi, tu fais partie de quelle famille? Je dis, non, mais ma famille... Je vais vous donner mon nom de famille, vous n'allez pas savoir qui je suis en fait. Ma famille, c'est moi, limite quoi. Donc du coup, j'en suis très très fière. Et aujourd'hui, l'éducation que je donne à mes enfants, ce n'est pas celle d'une éducation trop facile à avoir. Ma fille, parfois, je peux être sévère avec elle ou non, il faut trimer pour avoir les choses. Quand elle a du matériel, des téléphones et tout, c'est parce qu'elle m'apporte des bons résultats à l'école. Mon fils Noé, aujourd'hui, il est dans le foot, il est à fond dans le foot et quand il me demande quelque chose, il faut qu'il m'apporte des résultats derrière. Bien sûr, je vois totalement. Totalement. Ok, donc du coup, là, je suis très curieux de savoir comment tu passes de toutes ces activités-là. Quel a été le déclic pour te dire, bon là, je vais passer à la pâtisserie? Parce que là, dans tout ça, à aucun moment, on entend parler de pâtisserie. C'est vrai. Comment je suis devenue aujourd'hui pâtissière? Quand j'étais, du coup, gérante d'une salle de sport, eh bien, un ex-mari et moi, donc j'aime pas le mot ex-mari, tu vois, c'est parce qu'on reste partenaire dans la vie. Même si, est-ce que t'as pas encore trouvé de mots pour ça, pour le définir? Non, j'arrive pas. Mais le mot ex-mari, j'ai du mal à le dire, parce que c'est quelqu'un qui fait partie encore de ma vie, tu vois. Oui, mais bon, ex-mari, mais le mot ex, c'est genre, c'est comme si, genre, c'est... Oui, ça a une connotation péjorative. Ouais, c'est ça, exact. Ce que tu veux dire. Avec Chérif, on avait la salle de sport et on était jeunes. C'est mieux, je pense que c'est bien. Voilà, le shérif. Et on avait une salle de sport et on avait du coup ouvert cette salle de sport avec très peu d'économies et on a eu la chance de tomber sur un propriétaire qui nous a fait confiance, sur lequel on a fait une location-gérance. Ça veut dire que le fonds de commerce était à peu près à 200 000 € et nous, on lui a dit, écoute, on peut pas t'apporter 30% de ce montant, mais on est sûr de t'apporter une mensualité assez importante avec nos efforts du travail. Chose faite et chose due. Et en fait, on n'a jamais voyagé. J'ai jamais eu de voyage de noces. J'avais pas de cadeaux. On n'avait rien de tout ça parce que on n'avait pas trop les moyens. Mais au bout d'un an, eh bien, on a pu mettre de côté pour aller à Dubaï. C'était en 2012. Du coup, ma fille, elle avait 2 mois. Quand on a été à Dubaï, je suis tombée dans un mall, un centre commercial, et il y avait une boutique de cake design et cupcake. Et c'est comme si une voix me disait, voilà ta future vie. Waouh. Je suis restée comme ça, scotchée, bloquée. Et mon esprit était ailleurs. Et je m'en rappellerai toute ma vie. Chérif, il me dit, oh, vas-y, avance. En gros, viens, on est là pour visiter, tu vois. Et je dis non. Et je dis, tu sais, Chérif, je crois que je vais te laisser la salle de sport et moi, je vais me mettre à faire ça. La seule chose qu'il m'a dit, c'est, ah ouais, et après, tu seras quoi, fleuriste? Parce qu'il savait que j'étais quelqu'un qui voulait faire tout. Ouais, tu vois. J'ai dit, ouais, pourquoi pas fleuriste aussi. Mais non, pour l'instant, c'est les gâteaux. Et il m'a dit une chose qui était très, très marrante. Il m'a dit, mais tu fais jamais de gâteaux à la maison. Et je lui ai dit, ouais, c'est vrai, je fais jamais de gâteaux, mais je sais que c'est mon futur métier.
Ok. Et tu sais que c'est marrant parce que je me posais la question, je me suis dit, il fallait absolument que... Souvent, quand je prépare un épisode et tout, je m'imagine plein de questions en tête et je me disais, j'allais te poser la question, quel type de cuisinière tu étais? Est-ce que tu préfères être plutôt à la maison, tu vois? Est-ce que tu préfères être dans le salé, le sucré, tout ça? Je me posais la question. Je suis une fervente cuisinière, une très bonne cuisinière grâce à ma mère, parce que ma mère nous donnait des tâches à la maison plutôt sévères qui n'étaient pas faites pour notre âge. Oui. Je sais qu'à 10 ans, ma mère, elle avait la vie de rêve, ma mère. Quand elle a fait 3 filles, on était ses 3 servantes. Faut dire ce qui est. C'est-à-dire que ma mère, elle avait fait son parcours de vie, et ce qui fait qu'il fallait se reposer quand ses filles, elles ont grandi. Ouais. Donc, moi, il fallait pas que je sorte dehors tant que j'ai pas lavé les tables, fait la cuisine, rangé les chambres de ses frères. Mais je savais déjà faire à manger, je savais déjà faire le pain. J'ai adoré être en cuisine avec ma mère. Je me suis toujours intéressée à la cuisine. Et ma mère, elle savait tout faire, que ce soit en salé ou en sucré, mais de la cuisine marocaine. Oui, bien sûr. Mais après, le reste, on n'a jamais mangé à la française à la maison. Elle n'a jamais fait d'archi parmentier ou tu vois, des trucs comme ça, des haricots avec une viande sur le côté. Jamais, ça a toujours été des plats en sauce. Toujours. En africain qui se respecte. Clairement. Non, mais, t'imagines comment c'est fade. Ça me fait rire parce que et souvent quand ma femme me fait à manger et tout, genre il y a du riz et tout et il y a pas de sauce, je dis mais attends. Mais c'est clair. Pas de sauce, quoi. Là, on fait quoi avec du riz blanc, quoi? Je te jure. Non. Ah, c'est bon. C'était ça. Petite anecdote comme ça. Non, mais c'est vrai. Et aujourd'hui encore, je mange pas dans les restaurants français. Ah ouais? Je n'ai jamais mangé, rarement, dans des restaurants français. Et quel est ton plat préféré, pourtant, du coup? Le poulet aux olives marocain. Ok. De toute façon, il n'a qu'une seule origine. Ok, le poulet aux olives. Le poulet aux olives, ouais. J'adore, avec des frites fait maison. Okay. Donc, c'est mon plat préféré. La pastilla marocaine. Ok. J'adore tout ce qui est marocain. De toute façon, on a une richesse culinaire au Maroc. Ouais. On fait partie des plus grandes. On a la meilleure cuisine au Maroc. Au monde, tu veux dire? Non, au monde, on est, je crois, calé en 3 ou 4e position. Ça me fait penser d'ailleurs. Est-ce que vous avez des plats qui sont au patrimoine Bien sûr. Ouais, vous avez quoi? Après, le couscous, déjà, le couscous, non? Non, le couscous, il est africain. Et il vient, je crois, du Sénégal. Sérieux? Ouais, il a été vraiment élu le meilleur couscous au monde. Et je suis d'accord, je l'ai déjà goûté. Ouais. Mais après, chaque pays a ses origines. Par exemple, le Maroc, nous, on n'a même pas besoin de passer d'être titré à l'UNESCO grâce au tourisme. Oui, parce qu'on est le seul pays d'Afrique, réellement, qui a un taux de tourisme incroyable, dont il y a 0% d'incidents. Tu n'entendras jamais entendre quelque chose de bizarre au Maroc. Parce qu'on a une certaine politique qui est hyper surveillée. Et c'est paradoxal parce que tout est surveillé au Maroc, mais vous avez une certaine liberté là-bas, incroyable. C'est-à-dire qu'on va jamais te montrer du doigt parce que ta copine elle porte un micro-short, tu vois. C'est un peu comme Dubaï. Et le Maroc, c'est un mini Dubaï. Il a gravi des échelons comme je n'aurais jamais imaginé. Le Maroc, c'est un pays... Pour avoir été 2 fois, franchement, c'est vrai que c'est un pays qui est... Je sais pas si tu as été là en 2023 ou 2024. Non, ça fait là que ça fait tu quoi? Tu as halluciné. Ça fait déjà 5-6 ans là que j'ai pas été. Tu sais quoi, je t'inviterai chez moi. Ouais. Avec plaisir. Clairement, là... Surtout que je cherche une occasion de... Là, je cherche juste une occasion d'aller au Maroc. Je t'inviterai à venir chez moi à Tanger. C'est la frontière espagnole. Il y a une très belle plage. Enfin, là-bas, c'est incroyable, Tanger. Génial. Tanger, c'est le Monaco du Maroc. Ok. C'est vraiment le côté très glam, très chic, où les fortunés viennent se reposer. Blague à part, il y a la plus grosse maison, elle appartient à Pablo Escobar, parce que c'est la ville du shit là-bas. Ok, d'accord. Oui, il y a cette connotation aussi pour le Maroc. Et donc voilà, non franchement, pour revenir sur mon côté origine franco-marocaine, je mange que dans les restaurants marocains. Pour moi, le meilleur restaurant marocain ici à Paris, c'est le Figig. Il est incroyable ce restaurant. Ouais, j'ai vu que j'ai vu sur ton snap que tu y étais là, il y a une semaine? Il y a quelques jours, j'étais chez eux. Et d'ailleurs, il y a la famille royale qui viennent déjeuner chez eux, qui viennent dîner chez eux. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des commandes pour la famille royale et j'en suis très honorée. Génial. Encore une fois, j'ai cette tristesse de me dire, il n'y a pas mes parents pour voir ça. Ouais, bah oui, non, franchement, mais t'inquiète, ils le voient. Moi, je suis convaincu qu'ils le voient. Tu crois? Oui, bien sûr. Dans mes croyances personnelles, ils le voient. Ils le voient. Ils voient tout. Moi, pour expliquer, en tout cas, pas pourquoi, mais ce en quoi je crois, moi, je pense que quand tu meurs,
tu as atteint comme une connaissance universelle, en fait. Tu crois? Ouais. Donc, tu vois tout, tu sais tout, en fait, là, c'est plus il y a plus le corps, la limite du corps. C'est l'esprit maintenant qui est en capacité de faire plein de choses en l'homme. Ouais. Donc là, ils voient tout, ils connaissent tout, ils sentent tout, ils sont là, ils voient. Moi, donc, faut te rassurer personnellement. Que Dieu t'entende. Ok, donc du coup, on parlait de cuisine, du fait que ta mère qui t'a incité à la cuisine et tout ça. Exact. Et donc, du coup, après ça, quand elle vous obligeait aux corvées culinaires. Les tâches culinaires et les tâches ménagères. Ouais. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là. Et donc, c'est ce qui a incité ton passage vers une formation en pâtisserie. En pâtisserie, c'est ça? Non, en fait, quand je suis partie à Dubaï, comme je t'ai dit, j'ai eu cette révélation de me dire, je vais changer de vie et de métier. Donc, je suis rentrée à Paris. Ouais. Je me suis mise à fond. Ouais. Je n'ai pas eu de diplôme de CAP pâtisserie. Ok. Et quand Attends, t'as pas eu de diplôme, mais est-ce que tu l'as passé quand même ou comment tu t'es formé? Après le parcours. Ah ouais, parce que moi je pensais que c'était ça le parcours. Non, pas du tout. En fait, aujourd'hui, quand j'ai eu cette petite révélation, du coup, j'ai dit non, mais vraiment, il faut pas que je lâche. Et en plus je regardais des vidéos YouTube à l'époque, parce qu'il n'y avait aucune référence française qui faisait du cake design à mon époque. Eh bien, je regardais des vidéos en anglais, et donc j'apprenais quelques du coup, astuces. Et après, je suis retournée à Dubaï faire une formation. Voilà, et j'ai fait une formation de cake design, et je suis revenue, quelques semaines. D'accord. Je suis revenue, et du coup, j'ai eu des compétences, et j'ai acquis beaucoup de connaissances sur le cake design. La seule chose que j'ai retirée de ma formation à Dubaï, c'est la partie où il y avait beaucoup de crème au beurre. Et en France, on n'est pas éduqué à avoir trop de crème au beurre. Ouais. Et du coup, ce qu'on a fait avec Chérif, c'est que à la salle de sport, il m'a rajouté un avenant à notre cabis, plutôt que d'ouvrir une autre société, où on a rajouté une sorte de salon de thé dédié à nos adhérents de la salle de sport. Ce qui fait que je pouvais pratiquer dans ce petit labo et aussi me permettre Non, mais c'était incroyable. Tu sais qu'on était les seuls dans le Val-de-Marne à mettre en place ce système de sport de combat. On avait mis en place l'UFC, le free fight, on avait mis en place plein de sports, et tous les mecs hyper baraqués quand ils finissaient leur séance. Moi, je sortais du local qui était collé. Je disais, les gars, goûtez mes macarons. Il me dit, mais t'es sérieuse, Sophia? Attends, on vient de faire une bonne séance. Je dis, non, mais apparemment, il faut manger du sucre après le sport. Tu te vendais déjà très bien. Dis-toi qu'ils ont eu ce réflexe tous les jours de se dire, il y a quelque chose à apprendre, à goûter. Mais tu les as bien appâtés. Donc, vraiment, tous mes grands sportifs, c'est moi qui les ai nourris en sucré à ce moment-là. Et c'était dans quelle ville? C'est ici, à Saint-Maur, juste en face. Sérieux? Ouais, là, on est au 22 et la salle de sport, elle était au 27. Ah, je savais pas. Elle s'appelait Club 94 et tout le monde me connaissait en tant que dirigeante de la salle de sport et tout. Donc après, quand j'ai ouvert mon local, franchement, ça m'a permis en fait de me professionnaliser, et après j'ai fait une petite formation d'hygiène alimentaire. Et ensuite j'ai fait appel à un commissaire aux comptes pour lui dire, écoute, je n'ai pas le temps de passer le CAP pâtisserie, qu'est-ce que tu me proposes, parce que je voudrais absolument ouvrir ma boutique. Il m'a dit, écoute, si tu ne veux pas passer le CAP, il faudrait que tu emploies une personne qui est diplômée, et ensuite au bout de quelques années tu auras son équivalent. Donc du coup, j'avais des salariés qui étaient diplômés en pâtisserie. Génial. Et je me suis fait contrôler plusieurs fois, vraiment plusieurs fois. Et à chaque contrôle, on disait, mais madame, vous n'avez pas de diplôme? Oui, mais j'ai ma pâtissière qui l'a. Ne croyez pas que je ne connais pas la loi. Donc ils n'avaient rien à dire, tu vois. Wow. Et au bout de 4 ans, en tant que patron d'une boutique de pâtisserie, j'ai reçu dans ma fameuse boîte aux lettres ma carte d'artisan, ce qui permet d'avoir en fait un équivalent bac en pâtisserie. Ouais. Les gens ne voient pas, mais je suis en train de taper des mains. C'est génial. Ouais. Donc j'ai pas eu ce besoin de passer le CAP, parce que ça m'intéressait pas d'apprendre à faire des tartes bourdaloue, des viennoiseries. Moi, c'était pas les croissants que je voulais, c'était les pièces montées, les gâteaux en forme de ballon et tout ça. Et du coup, j'ai fait ça. Et ensuite, je me suis formée dans des grandes écoles françaises en pâtisserie. J'étais membre élève pour Escoffier, donc je suis encore élève au Ritz. Et j'ai été élève chez Alain Ducasse, chez Michalak, pour apprendre vraiment les bases de la pâtisserie française. Et aujourd'hui, je suis encore élève, et je dis toujours à mes élèves que le meilleur savoir-faire, c'est de donner de soi-même, et en investissant dans les formations. Parce que parfois, ils viennent et disent « Ah, mais j'ai quand même déjà dépensé 2 000 € en cours. » Je dis « Mais c'est pas assez. »
Il faut encore plus. Moi, aujourd'hui, j'ai le titre de chef pâtissier et je paye encore très cher des formations pour apprendre d'autres compétences. Et c'est important. C'est le meilleur des héritages, c'est le savoir-faire. Je pense que tu es en train de m'aider là, parce qu'en ce moment, je suis dans une grande réflexion. Bon, je suis dans une réflexion et j'étais en plus en podcast, en enregistrement de podcast il y a 2 jours avec une personne qui est coach en développement et tout. Et en fait, quand elle a parlé de son parcours, elle m'expliquait comment elle systématiquement, elle se formait. Systématiquement, elle se formait. Et là, c'est important de se former. Et là, je pense que tu es en train de mettre encore un clou là-dessus. Tu te rends même pas compte comme c'est... Et en plus, c'est un privilège de se former. Parce que après, il faut bien choisir. Oui, c'est ça. Il faut bien choisir les bonnes personnes. Pour moi, il faudrait choisir des personnes qui ont déjà la réputation... Pas forcément sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vraiment cette crainte des réseaux parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inventent une vie sur les réseaux. Il y en a beaucoup qui se mettent en mode coach, mentor, mais en fait, c'est du blabla et il faudrait faire attention des réseaux sociaux. Il faudrait vraiment plus faire... il faudrait que tu regardes sur les registres professionnels, sur ceux qui ont acquis des bases et ils ont des références plus développées et plus élevées. Par exemple, ils ont été coach mentor pour LVMH ou pour des grosses boîtes. Et là, pour moi, c'est des personnes comme ça qu'il faudrait solliciter. Okay. C'est important. Ok, génial. Ok, donc tu continues de te former, tu continues... Encore aujourd'hui. Ouais, c'est génial. Ouais. Ok, et du coup... Donc après là, donc tu as employé quelqu'un pendant 4 ans, tu as reçu ta carte. Oui, voilà, on était à cette étape-là. J'ai employé une personne, donc ça s'est super bien passé avec mes employés parce que moi je suis quelqu'un humainement de très gentil et très avenante. Je suis toujours là à dire ça va, t'as besoin de rien, ou quand je sens que mon employé elle est fatigué, écoute, demain je te mets en off et comme ça tu te reposes, tu vois. Malgré que demain on a une grosse journée chargée, pour moi c'est important de faire attention à son équipe. À son bien-être. Et il faut toujours montrer que tu es égal à elle, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, elle sait que c'est toi le patron. Mais dans l'humain, il faut toujours être égal à elle, manger avec elle. Enfin, il faut aller au resto avec tes employés, leur donner des cadeaux quand tu sais qu'ils travaillent bien. Moi, j'ai dans cette tête... Enfin, moi, mon état d'esprit, c'est comme dans les startups américaines. Pour moi, on doit voyager ensemble parce qu'on est une famille avant tout. C'est en train de donner des cours de masterclass en leadership. Ouais. Là, c'est génial. C'est vrai, génial. c'est parce que j'aime beaucoup le leadership, en fait. Ouais. C'est une discipline sur laquelle je me forme beaucoup. Ouais. Beaucoup. Moi, je pars du principe qu'on est tous leaders. Ouais. Et bon, vas-y, je te laisse lui dire parce que là, forme-moi. Non, mais c'est ce que je dis à mes élèves et aux futurs entrepreneurs. Pour moi, c'est important de bien respecter ses employés. Ouais. Mais que ce soit un plongeur ou que ce soit un commis ou un pâtissier ou le grand chef pâtissier. Pour moi, ils sont tous égaux et c'est comme ça que ta boîte elle va tourner. Et leur apporter une certaine confiance. Par contre, en ayant ce rôle-là, ça a double effet. Ça veut dire que si la personne en face de toi, elle n'a pas respecté ton comportement ou autre, il n'y a pas de retour en arrière. Bien sûr. C'est fini. Bien sûr. C'est mort. T'as tellement donné une confiance plus qu'amicale et professionnelle que quand tu fais une connerie, on peut pas t'accorder une seconde chance. Bien sûr, c'est sûr. Je suis totalement d'accord. Avant, je me trompais en me disant que, justement, en fait, il y avait ce côté-là où tu es gentil, voilà, tu es avenant, tu es bienveillant, tout. Et je savais pas, et c'est avec le temps, justement, comme je te disais, à me former sur le leadership, en lisant, en écoutant des conférences, que j'ai compris que non, un leader, il est là quand il faut, dans l'humain, et en fait, il est là dans le relationnel, mais quand il faut délivrer et quand il faut poser des actions qui vont être des actions clés pour solutionner des conflits, il n'a pas peur, il ne va pas se détourner. Il va y aller, il va faire face. Exactement, je suis d'accord avec toi. Waouh. Ok, c'est vraiment top. Et du coup, quand j'ai eu mes employés, j'avais un salon de thé ici. Oui, c'est ça. Tu te rappelles ? Oui, je m'en rappelle. C'était un salon de thé. J'avais fait comme Starbucks, vendre des parts de gâteaux, des chocolats chauds, des chocolats viennois, des coupes glacées. Vous avez ouvert ça en quelle année, du coup, le salon de thé ? J'ai ouvert ça en 2014. D'accord, ok. Donc c'est 2 ans après que moi je te rencontre, du coup. Ouais, 2014. Non, même pas. Du coup, c'est peut-être peut-être 2015, je pense. Ouais, moi j'ai arrêté le salon de thé en 2017. Ouais, donc 1 an après, quoi. Ouais. Je suis un peu parce que ma femme te suit sur Snap. Encore ? Je crois qu'elle te suit toujours. Parce génial. Oui, c'est comme ça que tous mes revenus, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'elle me dit que, en fait, tu sais que Sophia, parce que après le mariage, quand elle avait envie de prendre en fait, ma sœur a été hospitalisée pas très loin, en fait. Ok, l'hôpital. Au CHI. Oui, voilà, de Créteil.
Et du coup, de temps en temps, quand t'es quitté là-bas, elle est venue encore. C'était vraiment, je crois que ma soeur a été hospitalisée septembre 2016, donc vraiment un mois après notre... encore là, ouais, t'étais encore là. Et donc, elle était revenue quelque temps, et donc, du coup, elle te suivait sur les réseaux. Et elle me dit, mais tu sais qu'il y a plus Salante et tout, et on était dégoûtés, parce qu'après, on a habité à Champigny. Ouais. Donc, on n'était pas loin, donc du coup, mais quand on cherchait les adresses, bah non, il y avait plus Salante. En fait, le Salante, c'est incroyable parce que ça marchait très très bien. Oui, en plus. J'avais aucun concurrent direct. Je faisais des très bons chiffres, mais c'était quelque chose de très fatigant. Et du jour au lendemain, je me rappellerai toute ma vie, un jour je devais ouvrir le lendemain. Oui. Et j'ai mis sur les réseaux sociaux fermeture 3 jours. Parce que j'ai senti qu'il y avait un burn-out qui commençait à m'apprivoiser. Oui. Et en fait, j'ai fermé 3 jours. Et il y avait grave des personnes qui venaient le lendemain, mais vous êtes où, c'est fermé, je comprends pas, c'est écrit sur Google que c'est ouvert, mais attendez, Google c'est pas le patron en fait. Et en fait, j'ai mis sur les réseaux fermeture exceptionnelle pendant 3 jours, et c'est pendant ces 3 jours-là que j'ai dit, c'est terminé le Salante. Et j'ai dit, alors là, il est hors de question que je continue. Crois-moi que 3 jours après, je mets un message sur les réseaux, à partir d'aujourd'hui, le Salante n'existe plus. Waouh. Et tout le monde s'est inventé. Radical. Ah ouais, bah oui. Non, mais comme dans ma vie. Ouais, non, mais c'est vrai. Et tu as parlé en introduction de spontanéité. Bon, ouais. Là, j'entends. Parce que si j'avais pas eu ces 3 jours, j'aurais été dans un surmenage incroyable. Ouais. En plus de ça, je me rappelle, je venais d'avoir mon fils. Ah oui. Mon fils est né en 2015. Ah oui, d'accord. Et du coup, Et puis moi, j'ai vécu 2 césariennes. J'ai pas accouché normalement. D'accord. Du coup, moi, après la césarienne, 3 jours après, j'étais au travail. J'avais la main sur ma cicatrice et je disais à mes serveuses comment travailler. C'est-à-dire que même dans un état de fatigue absolue et une carence incroyable, je venais quand même au travail. Pendant ces 3 jours, j'ai spontanément dit que j'allais fermer. Déjà, je me suis reposée, j'ai bien ronflé, j'ai dormi. Ouais, et en fait, important. j'ai fait le tour dans ma tête, je me suis créé un film de même pas quelques minutes. Je me suis vue en fait en train de servir des gens, faire des paras de gâteaux, leur mettre la chantilly et tout. Je dis mais en fait c'est pas ça ton business, c'est pas ce que tu voudrais en fait. Aujourd'hui il y a beaucoup de Salante, de ce que moi j'avais déjà fait il y a 10 ans, mais je leur donne tout mon courage parce que c'est un métier très prenant. Et elles ont tout le mérite de réussir. Aujourd'hui, je suis très fière des Salante. Il y en a beaucoup aujourd'hui sur les réseaux. Aujourd'hui, il y a Thémascake qui cartonne. Qui ça ? Thémascake qui sont à Aulnay-sous-Bois. Okay. Il y a Maison Anzalé. Il y a beaucoup de Salante qui marchent très très bien et je suis trop fière d'eux. Et il y a des gens qui ouvrent aujourd'hui que tu as formés, non ? Ah oui, bien sûr. Oui, j'ai beaucoup de filles. Parce que tu as quand même formé beaucoup de gens. J'ai formé je pense des milliers de personnes. Ouais, sur toute la France. Pour la majorité, elles sont reconnaissantes. Elles le disent que ce qu'elles font, c'est grâce à Sophia Bakery. Elles se sont toujours dit, tu sais, Sophia, c'est même pas le fait d'avoir appris à faire des gâteaux qui fait que je te mets en honneur, c'est ton côté humain. Ouais. Tu m'as donné, tu as eu foi en moi et tu as cru en moi alors que j'y croyais pas. Et c'est ma vie, c'est mon exemple de vie qui fait que je leur disais, mais tu rigoles ou quoi ? Moi, j'ai commencé à 0. Il n'y a aucune banque qui m'a suivi. Ouais. Jamais eu aucune banque qui m'a suivi. Et quand j'ai fermé les 3 jours, je suis revenue et j'ai dit, il est hors de question que je continue. Du coup, j'ai mis que c'était fermé définitivement. J'ai changé sur Google. Et quelques semaines après, j'ai créé la partie cake design. Je me suis mise à fond sur les mariages. Et après, Chérif, donc qui est le père de mes enfants. Oui. Eh bien... Je pense que tout le monde le connaît. Chérif, aujourd'hui, il a eu un rôle très important dans mon business. Oui. C'est qu'il a mis en place la partie centre de formation. D'accord. C'est lui qui a tout fait pour que notre marque, elle soit reconnue en tant que certificateur. Et il a créé ce centre de formation avec moi. Et du coup, aujourd'hui, on est des bons élèves. On est content parce qu'on respecte toutes les normes qui sont exigeantes de la part de Calliope. Oui. Et donc, on a fait le centre de formation. Aujourd'hui, je fais des cours. On est aussi formateur en hygiène et alimentaire. Donc, du coup, on donne des diplômes réels aux personnes qui sont traiteurs. D'accord. Et en fait, on peut être traiteur sans avoir de diplôme. Oui. Par contre, il faut absolument avoir sa formation hygiène alimentaire. Donc, on forme les personnes sur les réflexes du quotidien en hygiène. Ok. Donc voilà, et maintenant, aujourd'hui, notre sorte de formation, il n'a plus besoin d'être hashtagué ou autre. On est connu. La pub se fait tout ça. On a une pub incroyable par nos propres élèves. Ok. Ouais. Génial. Ok. Du coup, là, en fait, j'essaie
de me focaliser sur... En fait, j'ai l'impression de t'avoir déjà beaucoup posé de questions. Et, du coup, est-ce que peut-être, toi, tu penses à quelque chose dont je n'ai pas parlé pour l'instant et que tu aimerais absolument, tu voudrais qu'on parle? C'est-à-dire? Je sais pas. De ton parcours. Parce que là, comme je te l'ai dit en introduction, en fait, on parle de parcours de vie, parcours entrepreneurial, comme tu as pu le voir. Je t'ai parlé de ta famille, je t'ai parlé des entreprises, je t'ai parlé de parcours professionnel, on a parlé de tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te semble importante dans ton parcours dont il faudrait qu'on parle? Dans mon parcours, pour moi, il faut être juste bien entouré. Ouais. Parce que aujourd'hui, c'est pire qu'hier. Avant, on aurait pu facilement créer des liens. Ouais. Aujourd'hui, c'est un monde de requins. Vraiment. Surtout quand tu es dans l'entrepreneuriat. Alors, en tout cas, je pense que c'est surtout en France. En France, on n'a pas cette éthique de se dire « Waouh, je suis fière de lui, il a réussi. » Oui, c'est vrai. En France, on est plutôt là à se dire « Mais c'est pour mon qui ennemi, elle se prend, en fait. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, j'ai jamais compris pourquoi les personnes sur les réseaux sociaux te créent une image qui n'est pas la tienne. T'inventes des vies. Les réseaux sociaux, c'est très, très dangereux. Et pour moi, vivons cachés et vivons heureux. On n'a même pas besoin de montrer qu'on est là à passer des vacances à tel endroit ou à se dire j'ai acheté la meilleure des chemises en soie ou autre. Pour moi, c'est un piège qu'il faut éviter tout de suite. Et c'est ce que je dis aux nanas sur les réseaux. Les filles, on n'a pas besoin de savoir que la vie est belle pour vous. Il faut la vivre tout simplement, c'est tout. Faut la vivre. C'est important. Ouais, on oublie de la vivre. Et dans le business, il faut avoir du culot. Okay. C'est ce que je dis aux filles. Crée-toi, il y a des nanas, elles ont travaillé un peu depuis chez elles sans avoir du coup les diplômes. Et je leur dis, quand vous voyez que vous commencez à vous faire un peu d'argent, il faut absolument que vous vous mettiez dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et dans ta ville, par exemple, si une nana elle vient de Gennevilliers, il faut absolument qu'elle se mette auto-entrepreneur et pourquoi pas aller à la mairie et dire bah voilà, moi je suis traiteur, je fais des gâteaux, je vous offre une boîte, ça serait intéressant de collaborer ensemble. Il faut aller au culot. Et mon plus grand et meilleur exemple, c'est Jamel Debbouze. Ok. Pourtant, il a un business complètement à part du mien. Oui, bien sûr. J'ai toujours dit que Jamel Debbouze, c'est mon plus bel exemple. Parce que c'est un mec qui est parti de rien, avec un handicap physique et qui est un handicap intellectuel, du fait que ce soit un arabe de trappe. Et le mec, en même pas 6 mois, il faisait tous les grands plateaux télé. Et aujourd'hui, ce mec-là, c'est un grand chef d'entreprise. Et aujourd'hui, il vit caché. Alors, vous vous rendez même pas compte de tout ce qu'il est en train de construire derrière. Et c'est avec le temps et le recul qu'on se dit que c'est comme ça qu'il faut vivre. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. T'imagines que ma vie, elle a commencé... Enfin, j'ai été laissée toute seule à 18 ans quand mon père est décédé. Et de 18 à 40 ans, j'en ai vu des choses. J'en ai vécu des choses. Mais je prends ça pour une belle expérience de vie. Bien sûr. J'ai jamais eu de regrets et je me dis pas purée, elle m'a fait ça ah c'est dommage, j'ai vécu ça. Non, je me dis t'es pas devenue amère quoi, t'es pas devenue aigre ou non. Je cherche le mot en français mais je l'ai en anglais j'ai pas de haine, tu vois. Et même pour ce que j'ai vécu par rapport à mes frères et sœurs, j'ai vécu un coup bas effroyable de leur part. Je te jure que j'ai même pas senti de haine. Par contre, j'ai beaucoup pleuré. Mais après, j'ai dit, tu sais quoi, il faut avancer. Mais j'ai juste un défaut. J'arrive pas à pardonner. Ah oui? Ouais, j'ai un défaut. Ça veut dire que je pardonnerai un ami ou un collègue ou un concurrent. Mais en famille... Tu peux pas pardonner. J'arrive pas. Parce que je me dis que c'est quelque chose que j'aurais jamais dû vivre. Tu vois? Parce que ils te connaissent trop pour te faire ça. Mais surtout, pourquoi? Parce qu'on a grandi ensemble. Tu t'es dit, ouais, on a le même sang et tout. Oui, on se connaît. Oui, non, tu vois ce que je comprends. C'est gratuit. Ouais, c'est vrai. C'est quelque chose, tu vis quelque chose qui a été... Alors qu'un concurrent, un ami ou une marque ou peu importe, elle y voyait un intérêt derrière, tu vois. Mais un frère ou une sœur, comment ils peuvent te faire du mal Lui aussi, je pense que malheureusement, lui aussi, il voit un intérêt. C'est dur, c'est très dommage. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Ouais, parce que j'ai pas les mots. Quel est l'intérêt qui aurait pu penser qu'il allait trouver en te faisant souffrir? Et surtout, qui es-tu pour juger ma vie? À partir du moment où je suis majeure et vaccinée, ça c'est le terme très européen. Mais à partir du moment où ma vie, je l'ai créée par mes propres soins, sans l'aide de qui que ce soit, t'es personne pour juger de ce que je vais faire aujourd'hui. Bien sûr. Tu vois? Moi, j'ai jamais jugé une personne, que ce soit dans la famille ou quelqu'un lambda, de se dire « Ah, mais toi, c'est dommage, t'as pas fait ça. » Bah non, en fait. Mais je me permettrais jamais de faire ça dans ma vie. Jamais. Bien sûr. Vraiment.
Waouh. Ok, franchement, j'en prends bien note. La prochaine question que j'ai envie de te poser, on arrive bientôt sur les questions de la fin, mais la dernière avant les vraies questions de la fin, c'est où est-ce que tu te vois? Bah, tu m'as parlé du Maroc. Ouais. C'est vrai que tu m'as parlé du Maroc, des projets au Maroc, et je m'inquiète même pas que tu vas exploser là-bas. J'espère franchement, que non, je t'entends. franchement, je m'inquiète même pas. Aujourd'hui, on est vendredi 3 mai, ouais. et demain, j'ai un gros tournage avec une grande chaîne télévisée marocaine. C'est ce que tu me disais. C'est franchement, incroyable. félicitations. Merci. Trop bien. Et du coup, ouais, bon, parce que en même temps, en fait, j'ai envie de poser la question, mais en même temps, tu fonctionnes tellement à la spontanéité, je l'ai tellement compris. Mais est-ce qu'il y a quand même un rêve pour l'instant où il y a une idée, tu te dis, bon, l'après, il faut le préparer comme ça, parce que tu es ambassadrice, tu fais de la formation. Est-ce qu'il y a quand même d'autres choses, tu vois déjà l'après, où tu te dis, bon, là, pour l'instant, je vis juste ce que j'ai envie de vivre là, ce moment-là. L'après, quand le signe viendra, le prochain signe viendra, je sauterai le pas, quoi. Moi, je pense que je continuerai toujours dans cette lancée du métier de pâtissier, chef pâtissier, et aussi de transmettre un savoir-faire qui est important pour moi, parce que j'ai ce besoin de donner des conseils. Ouais. J'ai ce besoin, en fait, de dire au monde, et surtout, la majorité de mes élèves, c'est des Africaines, qu'elles soient du Maroc, de l'Algérie, du Mali, du Sénégal, de tous les pays d'Afrique. Après, on attire ce qu'on est comme origine, bien sûr. Ouais, vraiment. Bien sûr. Et j'ai ce besoin de leur dire, mais si vous saviez que c'est tellement simple. Waouh. C'est tellement simple à faire. Ah, je l'avais jamais entendu celle-là. Vas-y, développe. Non, mais c'est vrai. En fait, il suffit juste d'être soi-même. Okay. Ça veut dire que, comme je t'ai dit, parfois j'ai des élèves qui explosent. Elles ont des humeurs hyper émotive, elle pleure, et du coup on laisse de côté, on met en stand-by pendant 1 heure le cours de pâtisserie. Du coup j'essaye de voir avec elle ce qui va pas. Les seules choses que je leur dis, mais arrête, tu te fais du mal pour rien, c'est gratuit ce que tu fais. Vis ta vie comme tu as envie de la vivre. Même si derrière tu as soit un mari ou un proche qui te dit c'est pas comme ça la vie ou autre, ta vie c'est ta vie à toi, vraiment. Moi, comment je me vois plus tard, c'est encore transmettre. Et surtout, développer mon travail au Maroc. Okay. Ça serait pour moi... Ça, en fait, je pense que c'est la dernière ligne droite pour l'honneur de mes parents. Ok, génial. Ouais, je sais qu'aujourd'hui, s'ils avaient été encore en vie, ils seraient retournés vivre au Maroc. Alors qu'ils étaient très fiers de vivre en France. Okay. Mais je sais qu'aujourd'hui, ils seraient retournés vivre au Maroc. Et on aurait tout fait pour qu'ils aient une vie aisée. Moi, comme mes frères et sœurs, on reste des gens très généreux dans ma famille. Mais je sais qu'on aurait mis bien nos parents. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois totalement. Villa et tout ça. Non, c'est trop bien parce que tu es un peu dans une quête aussi qui est d'honorer leur mémoire, et que c'est magnifique. Chaque jour, c'est mes parents. C'est magnifique. Si tu savais que ma mère et mon père, il n'y a pas un jour où je me réveille sans penser à eux. Non, c'est beau. Franchement, c'est génial. Je suis honoré que tu partages ce beau parcours et cette belle histoire avec moi. Ok, du coup, là, on arrive vraiment aux questions de la fin. Ah. Si tu devais... Quelles sont les 2 personnes... Bon, non, j'en sais rien. Quelles sont les 2 personnes qui ont le plus marqué ton parcours? Les 2 personnes qui ont plus marqué mon parcours de vie jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Les gens, ils vont trouver ça incroyable, mais c'est mon ex-mari et mon futur mari. Salut Chérif, parce que là, je pense qu'il faut qu'on le salue parce qu'on va trop parler de lui. Mon ex-mari, c'est lui qui m'a... Non, t'as dit que tu disais plus ex-mari. Ouais, alors Chérif... Chérif, c'est lui qui a été là dans le commencement de tout. Ok. C'est lui qui a vu mes états d'âme, mes dépressions. Ouais. Aujourd'hui, on est séparés parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas réussi à avoir dans ce que je voulais dans la vie d'un couple. Et lui, je le remercierai toujours encore aujourd'hui. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un. Ok, félicitations. Merci. C'est grâce à cette personne que je suis guérie. D'accord. Ouais. Énorme. C'est fou. Hein. C'est fou. Ouais. Comme c'est quoi. Grâce à lui.
Ok, d'accord. Ok, donc ça, c'est deux personnes qui ont plus marqué ton parcours. Aujourd'hui, maintenant, oui. Ok. Parce que le présent, c'est avant tout le plus important. Bien sûr, bien sûr. Et si tu devais me présenter deux personnes qui ont marqué ton parcours, parce qu'en fait, je dissocie vraiment les deux questions, d'accord, même si elles sont un peu liées. Si tu devais me présenter deux personnes qui ont marqué ton parcours et qu'il faut absolument que je rencontre ou que j'invite sur ce podcast, lesquels seraient-ils? En milieu professionnel? Parcours de vie, en fait des parcours qui t'ont inspiré, des choses. Dis-moi. J'arrive pas en fait à sélectionner une personne parce que chaque personne a un parcours de vie incroyable et ça serait compliqué de choisir. Quelqu'un avec qui une personne ou deux du coup avec qui tu as une certaine proximité aujourd'hui, qui te dit bon là je t'ai dit je t'appelle, pas d'invité pour demain, il faut que je publie, donne-moi juste un nom ou deux noms. Ok, vraiment tu me poses une colle parce que j'ai pas de nom qui me vient à la tête tout de suite. Ouais. Et pardon s'il y a des nanas qui se disent mais et moi et donc tu te rappelles pas J'ai pas de parcours de vie, c'est ça que tu veux dire? C'est ça que tu veux dire? Non, ils ont tous un chemin de vie plus Oui, non, authentique. en fait, c'est vrai qu'on classifie. En fait, dans l'épisode précédent, la personne est là, du coup, elle me disait la même chose. Elle veut pas classifier. Non, c'est pas dans le sens de classifier, mais c'est aussi que, là, on est à mi-parcours. Là, comme ça, du tac au tac. Même si c'est, en fait, s'il n'y a pas de classification, c'est là, comme ça, sur le moment, l'instant T, comme on disait tout à l'heure, on parlait de l'Afrique et de présent. Là, à mi-parcours, c'est le présent. Ouais. Moi, le présent, aujourd'hui, je suis très proche de mon amie Nadia. Ouais. C'est une très bonne copine aujourd'hui, c'est ma sœur. Ok. Elle m'a donné plus que mes vraies sœurs. Ok. Et elle, c'est une personne qui a un parcours de vie qui est aussi incroyable. Ok. Elle est fonctionnaire de police. Génial. Et elle travaille maintenant pour des ambassades. Il me semble qu'elle travaille pour des ambassades africaines. Je crois même le Togo aussi qui est lié dessus. Ok. Et elle a un parcours de vie qui est assez incroyable aussi. Je pense que si tu la rencontres demain, tu serais honoré de la recevoir. Ok. Parce qu'elle a énormément de projets aussi dans la vie. Ok. On a beaucoup d'idées ensemble. On aimerait s'associer sur beaucoup de choses. Elle est aussi franco-marocaine. Ok. Et j'ai aussi une autre pâtissière qui est formatrice et qui m'a aidée dans mon métier. D'accord. Elle s'appelle Samira. D'accord. Et Samira, c'est une personne qui m'a aidée à voir les choses autrement. Elle m'a aussi guérie sur des tristesses incroyables que j'ai eues par rapport à mes parents. Ok. Et elle est venue donner des cours de pâtisserie ici dans mon école. Et elle n'est pas assez mise en lumière alors que c'est quelqu'un de hyper talentueuse. Ok. Pour moi, c'est elle qui a mis en place des nouveautés culinaires. D'accord. En sucré. Ok. Elle est incroyable. Et aujourd'hui, elle est trop discrète. C'est dommage. Elle est beaucoup trop discrète. Est-ce que c'est pas un peu comme tu disais tout à l'heure, c'est peut-être une personne d'une autre génération? Non, elle a notre âge. Ah ouais? Oui, mais justement, moi je considère qu'on est d'une autre génération. Moi, non, je pense... des gens qui, un peu, comme tu disais, vivent cachés, c'est juste des gens aussi qui n'ont pas... Ils veulent pas, tu vois, tout simplement. Est-ce qu'elle a envie tu vois? C'est vrai que c'est pas quelqu'un qui veut se montrer. C'est peut-être juste ça. On voit pas son visage sur les réseaux sociaux. Mais non, je pense qu'elle serait honorée d'être invitée, de raconter son parcours de vie et ses connaissances surtout. Okay. Et tu serais incroyablement surpris par son élocution. C'est incroyable. Cette femme-là, c'est pour moi un modèle. Malgré, pourtant, on a eu quelques petits échauffourées au travail, mais après, ça reste business, tu vois. Ouais. Et c'est bien parce qu'au moins, on se dit les choses en vrai, elle et moi. Donc, génial. J'en prends note. Samira, Nadia et Samira. Okay. Nadia et Samira. Et Samira, elle a un compte Instagram, c'est Samira Framboise, et elle est, pour moi, elle est formatrice en pâtisserie aussi. Okay. Mais mon Dieu, quel talent qu'elle a. Et j'aurais aimé qu'elle soit intronisée aussi par Escoffier, tu vois. Parce qu'elle a un talent incroyable. Ok, génial. Ok, j'ai une question qui me revient, que je voulais aussi te poser, mais je ne l'ai pas posée au début. Quand tu étais plus jeune, oui. Qu'est-ce que tu voulais faire? C'était quoi tes ambitions? Qu'est-ce que tu sais c'est quoi? Vas-y, dis-moi. Parce que moi, je veux savoir. Je vais t'expliquer. Mon père a 16 ans. Oui. Mon père a... Non, attends. Voici à 16 ans.
un jour, je lui ai dit, papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller à la mairie? J'ai besoin d'avoir un stand et faire du henné et vendre. En fait, tu vois, il y a la fête du quartier, la fête de la cité. Oui, je connais. Tous les fins d'année en juin. Ouais, tu vois ça, oui, je vois totalement un peu et chacun avait son stand et proposait ses variétés. Et donc, on avait les variétés culinaires africaines, on avait un peu de tout, on avait même des sortes de kermesses où t'es là pour gagner une tombola, tu vois. Tout à fait. Et puis, moi, j'avais demandé à avoir un stand de henna, tu vois, le henné, à la main. Oui. Et je me rappelle, j'avais écrit au stabilo rose fuchsia 5 francs la main. Et j'avais imprimé une main. Ouais. Et j'avais, du coup, il y avait une queue incroyable. Et moi, je faisais le henné aux gens. Et j'avais apporté, du coup, mon chiffre d'affaires. Businesswoman. J'avais dit à mon père, prête-moi, s'il te plaît, une trousse. Et il m'avait donné, je me rappellerai toute ma vie, il m'avait donné sa banane en cuir noir. Et avec de la monnaie dedans. Et du coup, je lui avais rapporté, je crois, 600 francs, un truc comme ça. J'étais trop bien. Je lui ai donné l'argent. Et je lui avais dit, est-ce que tu peux me prêter... Pas ce jour-là. Ouais. Un jour, je lui ai donné, est-ce que tu peux me donner 50 francs? Je vais acheter un cadeau de la fête des mères pour maman. Et j'avais été à Carrefour. Tu te rappelles des billets de 50 francs bleus? Oui. Bleu, le ciel. Et il fallait absolument que, dans les 50 francs, je puisse prendre un maximum de cadeaux. Ouais. Et je lui avais acheté un bol, un beau saladier chic, une laque Elnet. À l'époque, c'était très chic de mettre de la laque Elnet. J'avais acheté plein de trucs et mon père, et je lui ai dit, j'ai pas de papier cadeau et tout. Et du coup, il m'en avait pris un, je l'ai fait, le papier cadeau. Et il m'a dit, t'as pris tout ça pour 50 francs? Je dis, ouais. Et il m'a dit, mais toi, l'argent, je me rappellerai toute ma vie. Ouais. Il m'a dit, toi, l'argent, c'est incroyable. Et je dis, papa, plus tard, je vais faire grave du business et je te donnerai tout mon argent. Génial. Il a vu que j'avais cette fibre. Et je te jure que c'est pas inventé. Je me rappellerai toute ma vie quand il a vu les cadeaux. Je les ai donnés à ma mère et j'étais la seule à y avoir pensé de la fête des mères. J'adorais en fait les anniversaires, les fêtes des mères et tout ça. Et elle était contente, ma mère, pour si peu. Et il m'a dit, toi, laisse tomber. T'as un truc avec l'argent. Il faut que tu fasses, en gros. Et je dis, non, mais plus tard, moi, je vais faire. Je me voyais en fait businesswoman. Je me voyais pas mariée, par contre. J'ai jamais voulu me marier. Ah oui? Ouais. Ouais, c'est vrai que t'as un côté un peu indépendante. Ouais, j'ai jamais voulu me marier. J'ai jamais voulu avoir d'enfant. Ah. J'ai toujours voulu faire du business, découvrir le monde. D'accord. Et quand j'ai rencontré Chérif, lui, il avait 10 ans de plus que moi. Okay. Aujourd'hui, j'ai 40, il en a 50. Ouais. Mais le jour où on s'est mariés, il m'a dit, non, mais moi, je veux un enfant tout de suite parce que, tu vois, il était âgé et il voulait vivre la vie avec ses enfants et tout. Mais je me suis menti à moi-même. C'était pas cette vie que je voulais, tu vois. D'accord. Donc, 10 ans plus tard, tu te dis... Alors, par contre, je suis fière de mes deux enfants. Oui, bien sûr. Noé et Sophia. C'est ma vie, c'est mon médicament, les enfants. Noé et Sophia. Du coup, Sophia porte mon nom. Ok, d'accord. Oui, non, parce que je me suis dit, est-ce que j'ai mal entendu? Et ma fille, Sophia, à l'école... Et ça s'écrit comme ça? Pareil. Ok, d'accord. Pareil. Okay. Et du coup, elle a le réel prénom dans son passeport. Oui. Et ma fille, Sophia, elle connaît toute ma vie. J'ai pas de filtre avec ma fille. Sérieux? Elle connaît toute ma vie. Quand j'ai rencontré la personne qui maintenant partage ma vie, ça a été ma première confidente. D'accord. Mais... Bon, là, on est en train de repartir. Hein. Mais t'as pas peur parce que en fait, j'entends, parce que moi qui suis père, tu l'as entendu tout à l'heure, je suis beaucoup plus sensible aussi à la parentalité. Bon, je l'ai toujours été. Hein. Moi, en revanche, j'ai toujours voulu des enfants. Je savais que je serais père. Tu vois. Okay. Moi, je crois que j'avais même pas 10 ans que je savais que j'allais être père. Ah, oui. Génial. Tu vois comme quoi. Hein. Ouais. Mais t'as pas peur justement que ce soit... Tout à l'heure, comme on parlait de leadership, on parlait de la proximité. Ouais. T'as pas peur justement que ce lien trop fort crée peut-être une trop grande proximité, du coup, qui va faire qu'elle va se permettre des choses parce que maman copine, non? Non. Ok. Et non, parce comment quel garde-fou? Quelle limite? Ouais. L'éducation que j'ai eue qui a été très stricte par mes parents, aujourd'hui, c'est un héritage parce que c'est exactement ce que je donne à ma fille. On peut partager des moments shopping ou alors tout ce qu'elle me demande, elle l'a. Mm-hmm. Mais par contre, qu'est-ce qu'on vérifie derrière? Tout, absolument tout. D'accord. Son éducation, sa façon d'être. Parfois, elle est hautaine. Et moi, je lui dis, mais c'est pas ça la vie, en fait. Tu peux pas parler comme ça d'une personne ou critiquer une personne. Mais ça vient pas de nous, en fait. Ça vient de ce qu'elle voit à l'école. Et à l'école, ils sont sans pitié. Ils sont sans filtre, ils sont sans gêne. Ils peuvent critiquer une grosse, un noir, une arabe, un juif. Ils peuvent... Et ils sont méchants entre eux. Oh, Dieu merci, on n'a pas eu cette éducation dans les années 90. Avant, on était melting pot. On était tous mélangés. Ah, quoique, je sais non. Pas. Si, après, on a grandi dans une cité. Donc, on était mélangés. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et nous, on était dans des collèges et dans des écoles de banlieue. Ouais, mais moi, je trouve que toute époque, on a tous un niveau de méchanceté. Sérieux? Ah oui, moi, moi, je l'ai... Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Même à l'école? Ah oui.
Alors, peut-être que parce que moi, je m'affirmais beaucoup. Ouais. Donc, j'ai jamais laissé quelqu'un m'écraser, tu vois. Ouais, bah ouais. Et ou sinon le recul fait qu'aujourd'hui, avec un certain âge, tu analyses l'époque actuelle, tu vois comment c'est fait, mais t'as pas de choc qui te sont arrivés pour dire que, ah ouais, mais ça, c'était grave, en fait. Ouais. Tu vois? Ouais. C'est comme ça que moi, j'essaie de penser au truc. Aujourd'hui, ce que je trouve de grave, c'est encore, qu'en 2024, on ait accentué le racisme. Ouais. Oh, c'est fou comme c'est compliqué de vivre en France. C'est extrêmement choquant. Moi, en étant centre de formation, école de pâtisserie et au-delà de ça, chef pâtissière, crois-moi que le fait qu'on soit aux normes, que tout est mis aux normes dans ma boutique, quand je me fais contrôler par l'URSSAF ou par la mairie ou autre, c'est juste par mes origines. Parce qu'en face de moi, j'ai un restaurant et le patron, il s'appelle Carlos. Ça fait 18 ans qu'il a ce restaurant. C'est un franco-portugais. Quand je lui demande quand est-ce que tu t'es fait contrôler, il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je me suis jamais fait contrôler. Je dis, c'est génial, parce que moi, en face de toi, ça fait 6 fois. Waouh. Tu vois? Ouais. Et du coup, on sait que c'est pas de la délation pure. On sait que c'est juste parce que tu déranges, en fait. On est dans un quartier, tu sais, c'est mort. Reste dans ton précaré. Le précaré, reste dans tes limites. Qu'est-ce que tu veux émerger, en fait? Oui, je vois totalement le truc. Bah, moi, après, j'ai pas ma langue dans ma poche. Hein. Tu sais, quand je me fais contrôler, je garde le sourire et je leur montre tout ce qu'ils me demandent et ils repartent bredouille. Bah, c'est ce qu'il faut. Et moi, je suis content parce que tu as cette force de caractère et là, tu leur rends bien, tu vois. Exact. Et pour ça, il faut être clean. Ouais, bien sûr. Et c'est ce que je dis aux nanas. Ouais. C'est ce que je dis aux nanas. Ne travaillez pas au black pendant 6 mois. Faites-le quand il faut mettre de l'argent de côté, de l'argent de poche. C'est quelque chose qui est pourtant illégal à dire, mais on n'a pas le choix. Ouais, bien sûr. Mais derrière, il faut absolument que vous ayez un statut de pro. Bien sûr. Parce que c'est que comme ça que vous aurez des contrats avec des professionnels. Mais c'est bien de leur dire parce que avant, moi, je disais qu'il fallait pas faire. Mais en fait, tout business, Apple, Google, tout business commence par le black. Exactement, mais évidemment. En fait, c'est ça, en fait. Et c'est ça, et c'est un entrepreneur qui le disait une fois. J'ai dit merci. En fait, tout business. Mais clairement. En fait, ils ont commencé, toutes ces sociétés-là que je t'ai citées, ils ont commencé dans un garage. Bah oui. Tu sais pas, tu viens exactement, et tu crées, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, donc Bill voilà. Gates, pareil, la même chose. Ah bah oui, donc voilà. Mais non, ils ont pas cette fibre professionnelle ici en France. Ils adorent la facilité. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont peur de l'action. Parce que la majorité des nanas que je forme, ouais, mais les charges coûtent cher. Ouais, mais ça, je dis, mais quand t'as des charges, au contraire, c'est que tu fais quelque chose. C'est que tu fais du chiffre. Ouais, et c'est vrai. Au contraire, on n'a rien sans rien dans la vie. Et demain, ta boîte, eh bien, t'auras créé une identité que tu pourras revendre derrière. Moi, je comprends pas comment tu peux vendre des gâteaux pendant 3 ans et que t'es chez toi et que derrière, t'as pas créé une identité. Tu t'es certes perfectionné, mais demain, tu peux rien revendre. Ouais. Tu vois, t'es resté dans ton petit truc et t'as vendu à tes voisins et tout, mais c'est très dommage. C'est une perte de temps pour moi. Génial. Bon, en tout cas, le message est passé pour tous ceux qui l'entendent. Ok, si il y a... je vais essayer de faire d'une pierre deux coups. S'il y a un livre, un film, une œuvre artistique... Ouais. Ou une célébrité qui ont le plus marqué ton parcours? Alors, tu peux tout faire d'un coup et tout aussi répondre à tout en même temps. Alors, un film, Tout ce qui brille, avec Leila Bekti et Géraldine Nakache. Ce film-là est sorti à l'époque de mes 20 ans, 22 ans. Ouais. C'était la vie que je menais aussi. Je me créais une identité pour faire partie des soirées mondaines. Dans ces soirées mondaines, les gens pensaient que j'étais fille de ministre. Tout ça parce que je m'habillais bien ou parce que j'avais besoin d'avoir des opportunités professionnelles. Ça... Tout ce qui brille, c'est clairement ma vie. Je l'ai réellement vécu exactement pareil. J'avais une meilleure amie et Géraldine Nakache, c'était ma copine Émilie. Et oui, dont tu as parlé tout à l'heure. Et Leila Bekti, c'était moi. C'était moi. Et je me rappelle quand le film est sorti, toutes mes copines nous ont dit « Mais attends, il y a ta biographie qui passe à la télé. » Et en fait, tu sais que c'était tout à l'heure, je sais plus de quoi tu parlais, mais je me suis dit... Mais tu sais que quand tu parlais de valise, quand t'as mis toutes tes affaires, t'as regardé la chambre de tes parents, tu sais que je pensais, je me suis dit, mais t'as trop une vie qui peut être mise au cinéma. Oui, il y en a beaucoup qui l'ont dit. Ouais. Il y a un écrivain qui est venu acheter une pièce montée chez moi. Et il travaillait pour Vogue Magazine et tout ça. On s'est liés d'amitié et quand je lui ai raconté un tout petit parcours de ma vie, il m'a dit « Attends, tu rigoles, il faut passer à la télé. Ta vie, c'est... Après, c'est pas quelque chose que je... Pourquoi pas? On sait jamais. » Essaye de commencer à avoir un... En fait, j'ai le seul mot que j'ai, c'est le seul moyen... En tout cas, c'est c'est le seul terme français que j'ai.
essaie de prendre peut-être un nègre. Tu vois, tu sais ce que c'est un nègre? Non. En fait, c'est quelqu'un qui écrit pour toi. Ah. Une main, en fait. C'est historiquement. En tout cas, ça s'appelle comme ça. Franchement, je serais ravie et honorée de faire ça. Ouais, franchement. J'aurais aimé avoir cette expérience parce que tu vois comment je te raconte ma vie avec une facilité. Ouais. Je dirais exactement la même chose si demain on met sur papier, tu vois. Bien sûr. Et ça s'entend. Je serais ravie que les gens le voient. Mais la majorité de mes followers, sur Snapchat surtout, ils connaissent ma vie. Mais tu vois, moi, on va dire que je vais faire l'exercice, je vais poser la question à ma femme avant qu'elle écoute l'épisode. D'accord. Et je vais voir si elle connaît. Parce que après, je sais pas, elle est peut-être un peu plus sur Insta que sur Snap. Donc je sais pas si elle connaît. Instagram, c'est la vitrine professionnelle. Ouais. Instagram, c'est la vitrine où tu dois montrer vraiment le côté professionnel et tes opportunités professionnelles. Okay. Snapchat, c'est le non censuré. Okay. C'est là où tu peux raconter tes états d'âme parce que c'est éphémère, ça dure 24 heures. Ah oui. Et LinkedIn, c'est là encore plus professionnel. LinkedIn, j'ai eu une page LinkedIn, mais je l'ai retirée direct parce que c'est un monde de requins. Ils sont là pour prendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme mythique. Hein. Si tu savais le nombre de chefs qui derrière t'appellent, tu dis mais en fait c'est nul, c'est pourri ça. Okay. Si les gens ont besoin de savoir qui tu es, il n'y a pas besoin de passer par là, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Ok, donc tout ce qui brille. Peut-être un autre truc? Tout ce qui brille, c'était vraiment la référence type de ma vie que je vivais à cette époque du film. Ouais. Après, c'était quoi d'autre que tu voulais comme une œuvre artistique, une musique, un album, en fait. Une œuvre artistique. Ou une célébrité. Célébrité, Omar Sy. Omar Sy, génial. Omar Sy, c'est... Aujourd'hui, quand je regarde ces films encore, et je reste très vieux jeu, il n'y a même pas plus tard que cette semaine, j'ai regardé Intouchable. J'ai regardé Intouchable et j'ai dit, mais bon... Ce mec-là, son parcours de vie, il est incroyable, autant que celle de Jamel Debbouze. Ouais, faut que j'aille regarder parce que je sais qu'ils viennent tous les deux de Trappes. Oui, ils ont grandi ensemble. Avec Thierry Henry d'ailleurs, je crois. Thierry Henry ou Anelka plutôt. Ou Anelka, je confonds. C'est Anelka qui était footballeur. Mais non, Omar Sy, c'est un exemple type côté masculin, pour moi, c'est l'un des meilleurs aussi, lui et Jamel Debbouze. Parce qu'en fait, ils viennent de nulle part. D'accord. Parce que Trappes n'est pas considéré comme... C'est pas du tout considéré. Et surtout le trap, moi, pour avoir eu des échos, le trap de l'époque, c'était dur. C'est ça. Et ils ont réussi juste en étant eux-mêmes. Ils se sont même pas inventé un rôle ni une vie. Ils ont été eux-mêmes. T'imagines? C'est-à-dire que leur spontanéité et leur joie de vivre aussi. T'imagines comment ils nous faisaient rire, Jamel Debbouze? Aujourd'hui, on rigole pas de ces blagues parce que ça y est, c'est terminé. Mais Jamel Debbouze quand on était jeunes, c'était... J'étais au sol. Ben bien sûr. Oh là là, on a vécu la meilleure vie. C'était génial. Tu te rappelles quand il passait sur Canal+ avec... comment il s'appelait avec Eric et Ramzy. Eric et Ramzy, c'était extraordinaire. Il était sur le Grand Journal aussi, je crois, ou le Grand Journal. Ouais, il a été... Omar et Fred. Ouais, Omar et Fred, oui, aussi. Bah, oui. Non, mais c'est vrai qu'Omar et Fred... Ils avaient leur chronique de 4 secondes, là, et on était au sol. Oh là là. Et quand je vois qu'aujourd'hui, Omar Sy, il fait des films avec Hollywood et qu'il fait Avengers, il a travaillé pour Avengers, il a fait des rôles de cinéma Lupin, incroyables. Et je me dis, non, mais c'est pas possible. Donc, en fait, c'est possible. C'est possible. C'est pour ça que je dis aux filles, mais en fait, il n'y a rien qui permet que tu ne peux pas réussir. Ouais. C'est impossible. Ça sauve un jour, je vais interviewer Omar Sy. Hein. Je te le souhaite parce que ça, c'est quelqu'un de simple. Hein. Ouais, bah oui. Ils ont gardé leur tête sur les épaules, Jamel Debbouze. Ouais, ce que j'ai entendu. Ouais. C'est des personnes, et en plus, ils sont très, très discrets. Ouais. Ils ont gardé la même femme, ils ont éduqué leurs enfants, ils ont protégé leurs enfants, et ils ont donné la chance à énormément de personnes. Ouais, énormément de personnes. Ouais, j'écoutais la sœur de... J'ai oublié son nom. Nawel? Non, la sœur de Ramzy. Ah, ouais, je sais plus comment elle s'appelle. Melha, voilà. Ouais, Melha qui raconte, j'ai écouté un podcast qu'elle a fait, je crois, avec Oxmo. Ouais, et Jamel lui a donné le privilège de rencontrer Rachida Dati, qui lui a donné une place au lycée, bien sûr. Ouais, ok, là, génial. Okay, elle lui a donné une place dans un lycée privé et qui lui a permis d'avoir aussi après son diplôme derrière, et elle l'a remercié. Ça m'a beaucoup impacté, cette histoire, quand même. Après, tu sais, c'est pas du pistonnage, c'est pour moi, il est rare. Ah non, c'est pas du pistonnage. Moi, j'appelle pas ça du pistonnage. Moi, j'appelle ça du réseau. Exactement. C'est comme toi et moi. Là, on est en train de former un réseau. Exactement. Demain, j'ai une opportunité. On me dit, j'ai un événement, je veux quelqu'un professionnel. Mais je vais pas réfléchir de midi à 14h. C'est toi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Mais donc, voilà, la même chose. Je suis d'accord. Donc, voilà. Franchement, Sophia, merci. Mais je t'en prie. Beaucoup.
Je t'ai dévoilé ma vie. Ah oui, franchement, et je vais être à la hauteur de cette confiance que tu m'as accordée. Je vais vraiment essayer de le mettre en valeur et vraiment au maximum. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Et c'est très sympa. C'était vraiment cool. Ah, super. Je me suis dévoilée à toi. Ok, génial. C'est mieux qu'une séance de psy. Oh là 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 là. Allez, au revoir. Te voilà arrivé au bout de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter intégralement. Si celui-ci t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi et prends le temps de donner un bon avis sur ta plateforme d'écoute habituelle, surtout Apple Podcast. Pense également à t'abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Tu peux retrouver Ami Parcours sur Instagram, Facebook ou par email. Prends le temps de m'écrire et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Et surtout, à très vite pour découvrir le prochain parcours.